Bienvenue dans l'émission Roule avec Driver, une émission de plus, jamais une émission de trop. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un label que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est un label qui a produit beaucoup de rap, mais énormément de R&B aussi. Et c'est pour ça que j'étais obligé de faire cette émission avec mon gars de tout le temps, Hubert. On peut pas parler de R&B sans toi. Oh bah c'est normal. Bon, on va croire que je te quitte plus parce que ça fait 2 émissions d'affilée que je suis là. C'est pas grave. De toute façon, il y a mon nom sur la chaise. Exactement. Donc, c'est simple. On va vous parler du label So So Def, qui est le label de monsieur Jermaine Dupri. On va, pendant toutes ces 3 heures, et peut-être un peu plus, on sait jamais, hein, ouais. Parler de ce label, de tous les artistes qu'il a produits, etc., de toute son empreinte sur la musique. Et voilà. En tout cas, il y a Hugo à la technique pour ça. Comment ça va les gars, bien? Très bien, et toi? Tranquille. Voilà. On va parler bien de Jagadesh tout à l'heure. Tu n'es pas venu pour rien. Non, je ne viens jamais pour rien. Voilà, il y a du R&B chez So So Def. En vrai, hein, je pourrais même venir juste écouter, rien dire du tout. Ah, c'est mignon ça. En tout cas, So So Def, c'est la vision d'un mec qui s'appelle Jermaine Dupri. Pour un peu resituer le contexte du gars, il baigne dans la musique depuis toujours. Parce que son père est dans l'industrie de la musique. Son père travaillait, il faisait même partie d'un groupe de funk qui s'appelle Brick. Qui a un gros classique qui s'appelle Ain't Go Hurt Nobody. Et ils ont un autre morceau qui avait été repris par Ice Cube sur le fameux clash contre NWA qui s'appelle No Vaseline. Eh ben, le sample que vous entendez derrière, c'est le groupe du père de Jermaine Dupri qui s'appelle Brick. Donc voilà, quand ton père il est déjà dans la musique, déjà t'as un pied dedans, sans le savoir, depuis toujours. Et lui, en fait, il est de cette génération hip-hop. Il est arrivé par la danse, le Smurf. C'était un grand smurfer, mais genre, il devait avoir 6 ans, tout ça. Et les gens adoraient le voir danser parce qu'ils disaient, putain, il est jeune et il danse comme un grand. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, il s'est retrouvé dans un clip d'un groupe célèbre de New York, un groupe de rap qui s'appelle Whodini, un groupe des années 80. Oui. Et on revoit aujourd'hui cette vidéo, on voit Jermaine Dupri tout petit, qui doit avoir 8-9 ans, en train de danser avec des gants, tout ça. une espèce de permanente ou un curly, je sais plus, des trucs d'époque. Il y avait le gel glow comme dans Coming to America. Voilà. Et voilà. Donc, il se retrouve déjà dans des clips alors que c'est un gamin. Whodini l'ont fait monter sur scène. Donc, il se retrouve même à faire des tournées alors que c'est un gamin en tant que danseur. Ouais. Donc, il a toujours baigné dans la musique. C'est très important. Et tu vois, je te parle de Whodini. L'histoire fait que donc Whodini dans les années 80 c'est des stars du rap américain. À New York c'est tombé. Juste pour que vous rendiez compte, le morceau de Nas If I Rule the World, le refrain il est repris à Curtis Blow, mais la musique dans les couplets c'est un morceau de Whodini qui s'appelle Friends. C'est le même sample et tout ça et c'est un clin d'œil parce qu'ils sont vraiment importants. Et le truc qui est fort, c'est que plus tard dans sa carrière, quand il devient le grand Jermaine Dupri, So So Def, il est millionnaire, il vend énormément de disques, il signera Whodini, alors que leur carrière est retombée, voilà, il les signera, et il en fera un disque d'or. Oh, et c'est pas beau ça? Ça c'est beau ça. Voilà. Et rien que pour ça, respect. Et tu devrais écouter cet album, parce qu'il y a une reprise de Your Body's Calling. De R. Kelly. Bah ça y est, tu me l'as vendu. Avec R. Kelly qui vient faire des petites voix dessus. Bon bah voilà, ça y est, je l'ai écouté. C'est quoi le nom de l'album? Bon de toute façon, il y en a qu'un chez So So Def. Chez So So Def, il y en a qu'un. Je trouve c'est bon. Mais bref, revenons à Jermaine Dupri. Donc il grandit dans la musique et très tôt, il se met à faire des beats. Il est mineur. Il est beatmaker. Il est rappeur. Il sait rapper, il sait écrire des textes. Mais lui, il se dit, je veux faire comme mon père, parce que son père, après le groupe de funk, il est devenu producteur. Son père, c'est Michael Mauldin. Il est devenu producteur. Il bossait notamment chez Sony. Donc, il s'est dit, moi, je veux faire comme mon père, je veux produire. Et il a produit un groupe de filles qui s'appelle Silk Time Laser. Ça n'a pas connu de succès. Mais, le mec est mineur quand il produit ce groupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire, il est dans un truc et, oui, je suis producteur. Il avait déjà sa vision, en fait. Il a une vision, mais il s'est dit, le fait que son père soit déjà producteur et tout, ça l'a beaucoup influencé et finalement il se décourage pas quand Silk Time Laser ça marche pas, il se dit pas c'est pas pour moi, j'arrête. Il cherche son prochain truc et il découvre son prochain truc en se promenant dans un mall, un centre commercial à Atlanta, ce fameux centre commercial.
J'y ai mis les pieds, énormément de belles filles. C'est pour ça que je dis ça. Et est-ce qu'il est près d'un strip club comme ça on sait non, il est exactement à Atlanta, tu vois. Il est pas près de strip club, mais c'est comme si c'était un strip club tellement les filles sont jolies. Donc il se baladait, et il marchait tout ça, et là il voit deux jeunes garçons qui ont 13 ans comme ça, avec des sacs, à dire qu'ils sont en train de faire du shopping, avec leur maman. Et il voit plein de jeunes filles autour, limite qui veulent des autographes ou quoi, machin. Donc lui, il voit ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un attroupement de jeunes filles? Et il va voir ces deux petits, et il leur dit, c'est quoi le truc? Vous êtes des stars ou vous rappez? Parce que je vois tout le monde est là en train de vous... Et il y a un des deux petits qui dit, non, on rappe pas, mais on aimerait bien. Il dit, vous rappez pas, alors vous êtes des danseurs, je sais pas. Il y a du monde autour de vous, pourquoi? Ouais, il dit non, mais il dit, mais pourquoi il y a tous ces gens-là et tout? Non, bah, nous, tranquille, on fait du shopping et tout. Et du coup, Jermaine Dupri interroge les petites, mais pourquoi vous êtes comme ça autour? Et il dit, ils sont trop beaux! C'était juste ça, ils sont trop beaux. Et là, Jermaine Dupri dit, mais attendez. Là, il commence à faire ses calculs tout de suite. Donc, les mecs, ils font rien. Ils ont déjà ce succès-là, juste dans le centre commercial. Il a dit, et il dit au petit, vous m'avez dit que vous voulez bien rapper? Ouais, ça nous intéresse, pourquoi pas, et tout. Nous, à la base, on aime bien jouer au basketball, très machin. Mais ouais, pourquoi pas. Après, il a dit, bon, je m'occupe de ça. Et il parle donc aux deux mamans de ces deux enfants, en disant, ouais, moi, je veux produire vos enfants et tout. Et les mamans, elles le regardent. T'as quel âge, toi? T'as le même âge que... C'est ça, c'est que, voilà, à ce moment-là, il a 17-18 ans, Jermaine Dupri. Hein. Donc, et les mamans disent, mais n'importe quoi. Lui, il dit, voilà, on s'est changé de numéro de téléphone, s'il vous plaît, faites-moi confiance, tout ça. Et un jour, la maman, elle appelle, il y a une des deux mamans qui appelle en se disant, on va voir ce qu'il veut, ce petit-là. Hein. Et lui, il dit, ah, super, amenez-les-moi, venez chez moi, amenez-les-moi. Bien sûr, venez chez moi, c'est chez sa mère. Ouais. Il est vilain. C'est important de préciser qu'il vit toujours chez sa mère, ouais. Et ces deux petits-là, c'était donc Chris Cross, comme vous vous en doutez. Et en fait, Jermaine Dupri a tout fait. Ça veut dire, de ce qu'il a vu dans le centre commercial, il a eu une vision. Il s'est dit, ok, je vais tout faire pour eux. Les mecs qui rappent pas, il dit déjà, je vais vous apprendre à rapper. Donc, il faisait les beats. Ouais. Il écrivait les morceaux. Il les enregistrait et leur donnait, apprenez ça, revenez quand vous les connaissez. Les mecs, ils apprenaient par cœur, ils revenaient. Il y en avait un qui avait un peu plus de mal que l'autre. Parce qu'ils savaient jamais rapper. Il y en avait un, bon, il avait l'habitude d'écouter du rap, donc il savait rapper ce qu'il entendait, et l'autre, c'était un peu plus dur, c'était moins naturel. Jermaine Dupri, il a formé, il s'est pris la tête avec eux pour que ça soit bien tight, comme ils disent, et voilà. Et au final, dès qu'il a eu quelque chose de bien, il s'est dit, bon, là, je vais commencer à aller chercher un deal, mais il me manque quelque chose. Et un jour, alors que les petits, ils venaient tous les week-ends chez lui, en fait. Ouais. Des fois, Jermaine Dupri dit même qu'il y en avait qui rentraient par la fenêtre. C'est le truc de gamin. On va lui faire une surprise. Tu vois, des gremlins qui viennent comme ça chez toi. Bon. Et il cherchait ce truc et tout. Et un jour, il a une vision. Il les voit, ils sont chez lui en train de rien faire et tout. Et il dit à un des deux, ton t-shirt là, retourne-le. Il dit, comment ça? Non, pas le retourner, genre... upside down. Voilà, il dit vraiment, tu le tournes dans l'autre sens. C'est-à-dire, le devant, il doit être derrière, il doit être dans ton dos, quoi. Ouais. Le mec, il dit, ouais, bon, si tu veux, il le fait. Il regarde comme ça, il dit, fais la même chose avec ton pantalon. Tu vas te changer, tu le mets à l'envers. L'autre, tu dis, oh, qu'est-ce que tu racontes, tout ça, machin, Il dit, s'il te plaît, fais-le. Reviens, tu vas là-bas, salle de bain, truc, et tu reviens. Il le fait. Il revient, il se sent totalement ridicule, le jeune. Et lui, il dit, oh, ça tue. Il demande au deuxième, fais la même chose. L'autre dit, qu'est-ce que tu racontes, tout ça, machin? Fais la même chose. Ok, il s'en va, il s'habille comme ça, les deux, ils sont comme ça. Et là, il dit, venez avec moi, on va au centre commercial. Là, les petits disent, non, tu vas nous afficher, tout ça, non. Il dit, je vous jure, non, il y a quelque chose, venez. Mais pourquoi? Je vous en supplie, on marche 10 minutes comme ça dans le centre commercial et on voit ce qui se passe. Après, si les gens, ils trouvent ça ridicule, tout ça, on arrête. Ok. Ces 10 minutes là, c'était pire que quand il les a rencontrés avec tous les jeunes autour. On a dit, oh, c'est quoi ce style? C'est magnifique et tout, là. Et là, les petits regardaient Jermaine Dupri. Ah, t'avais raison. Finalement. Un visionnaire, même dans la mode. Voilà. Et du coup, il les a appelés Chris Cross aussi pour ça, parce que les deux s'appellent Christopher. Ouais. Il y en a un qui nous a quittés, rest in peace, c'est Chris Kelly. Et
aussi parce que il y avait ce truc de cross un peu à l'envers, avec le sens et tout, donc c'est avec les habits aussi. Et à partir de ce moment-là, il dit j'ai leur look, on va les identifier, il me faut juste le hit. Ouais. Ce qu'il va faire avec Jump, où il sample un truc de Jackson 5. Faut savoir que c'est un grand fan de Michael Jackson, c'est un grand fan des Jackson 5, tout ça. Et on commençait tôt dans la musique, il se comparait un peu à Michael Jackson, même si Michael Jackson faisait autre chose. Mais voilà. C'est le symbole du jeune qui réussit. Le jeune qui voilà. Et quand ils ont Jump, ils trouvent un deal. Rough House, Sony. À ce moment-là, Rough House, c'est un nouveau label qui vient d'être signé chez Sony et ils ont des nouveaux artistes, pas des moindres. Il y a Cypress Hill, qui a fait énormément de choses. Il y a un mec qui nous a quitté aussi qui s'appelle Tim Dog, qui avait fait du bruit parce qu'il insultait Compton à l'époque. Voilà. Après, lui, il a connu moins de succès que Cypress Hill, mais il y avait Fugees. Pour le premier album. Ouais, non, mais après le label Rough House, il a disparu et ils sont restés chez Sony. Mais à la base, ils sont signés chez Rough House, ce label-là. Donc, ça a découvert les talents. Et il y a Chris Cross, donc, qui signe là-bas. Donc, tu vois, Rough House, ils avaient vraiment une grosse écurie. Et, le morceau Jump est un raz-de-marée dans le monde entier. Et il faut savoir que Jermaine Dupri a 18 ans. C'est incroyable parce que même aujourd'hui encore, ce morceau reste un hit. Si tu le passes, si tu le passes en soirée, tout le monde est comme un fou sur Jump. Tous les DJ font le mix. House of Pain, Jump Around, Chris Cross Jump, dans l'ordre que tu veux. Mais là, en 2017, c'est encore en soirée normale. Et l'album derrière sortira 8 millions d'albums vendus, carton total, tout de suite, c'est la folie. Et Chris Cross, ils feront 2 autres albums derrière. Il y a justement le The Bomb, dont on va parler après parce que il est important pour une chose bien précise, et Young, Rich and Dangerous, qui est aussi le titre du livre de Jermaine. C'est le dernier album en date de Chris Cross, et après ils se séparent, ils arrêtent un peu la musique, et Chris Kelly, qui nous a quittés, se retrouve même dans des histoires de stupéfiants et tout. Ça a un peu gâché le truc, mais ce qui est cool, c'est que ils ont fait un concert pour les 20 ans de So So Def où ils sont tous réunis, à part des membres du groupe Escape, on en parlera tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'elles sont teuilles. Non, c'est pire que ça. J'expliquerai pourquoi, mais en tout cas, Chris Cross sont remontés sur scène avant qu'il meure, et bon, ce qui est triste, c'est que le fait qu'ils remontent sur scène, ça, ils ont retrouvé des sensations, ils étaient contents. Et ils ont fait Jump avec des grosses voix d'hommes, tu vois ce que je veux dire? C'était différent, voilà. Mais ils ont retrouvé des sensations et ils voulaient refaire de la musique, et Chris Kelly est mort peu de temps après. Mais en tout cas, on les a revus. Moi, j'ai suivi ce concert sur Internet. Moi, comme je suis un grand fan du label, voilà. Et ce qui est marrant, j'aurais dû faire une capture d'écran de ce tweet, c'est que DJ Nabs, qui est un des DJ de So So Def, qui était le DJ de Chris Cross surtout à l'époque, et lui, je l'ai rencontré à Paris, et quand je l'ai rencontré, c'était avant ce concert, je lui disais ce serait bien qu'il fasse une réunion juste pour un concert, un truc comme ça, ce serait énorme et tout, machin. Et il me dit, tu sais, moi ça dépend pas de moi, c'est Jermaine Dupri, il y a plein d'embrouilles internes et tout au sein du label et tout. Et finalement, ça s'est fait. Et quand ça s'est fait, il a envoyé un tweet. Je me rappelle, je parlais avec mon pote en France Driver, et il me disait, ce serait bien qu'il fasse un concert. Et ce concert s'est fait. Je suis un visionnaire. C'est peut-être même grâce à toi. Peut-être c'est grâce à moi. Donc voilà, ce concert était magnifique. C'est-à-dire qu'il y avait Jay-Z qui est venu. Parce que Jay-Z a un morceau avec Jermaine Dupri, Money and the Tank, il est venu là. Il a fait 2-3 morceaux en plus. Il y avait Lil Jon, tout ça. Mais vous allez comprendre parce que c'est la scène d'Atlanta aussi. Vous allez comprendre pourquoi il y a tous ces gens-là tout au long de l'émission. Maintenant, pour resituer le contexte, 8 millions d'albums vendus seulement aux États-Unis, une vingtaine dans le monde. Une première production. Première production, voilà, So So Def, lui, Jermaine Dupri, il est lancé, il est parti. Ok? Maintenant, le mec flambe. Bah oui. Il a 18 ans. Il est millionnaire. Il vit chez sa mère. Il est millionnaire. Il vit chez sa mère. Il paye pas de loyer, les gars. Non, mais il est magnifique. C'est-à-dire, il doit même prendre la tête à sa mère. Tu m'as fait mes cornflakes, ce truc, machin. On en est là. Millionnaire, il est chez sa maman. Moi, je trouve ça beau. Le mec marche dans Atlanta. I'm the man. Tu vois ce que je veux dire? Et là, non. Et donc, un jour, il va dans les studios de Babyface et L.A. Reid, de La Face. À cette époque-là, leurs studios sont basés à Atlanta. Ils sont d'Atlanta à la base aussi. Et il va là-bas, il traîne.
Et il se la raconte. Il regarde Babyface dans les yeux, dit genre, t'as rien à me dire? Tu me félicites pas? Il regarde comme ça. Sauf que Babyface, vendre des millions, il l'a déjà. Babyface, il a pas sorti sa guitare et il a pas fait un truc. Tu vois, il l'a déjà fait. Ah oui. Et Babyface, à ce moment-là, il lui répond, mais il lui dit peut-être la meilleure phrase qu'il pouvait entendre à ce moment-là dans sa vie. Et lui dit, mais pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce que tu viens faire là? Et en plus, avec ton air arrogant. Il dit, mais je suis Jermaine Dupri, So Def, Chris Cross, 8 millions d'albums vendus ici. Ok? Je viens pour que tu me donnes tes artistes pour que je les remixe. tu veux que ça marche? Tu dois passer par moi. Et là, Babyface, il lui répond, petit, c'est pas mal ce que t'as fait avec Chris Cross. Mais tant que tu l'as pas fait 2 fois, ça peut être un coup de chance. Donc, quand t'auras fait un 2e succès, repasse ici. Mais pour l'instant, sors d'ici. Jermaine Dupri est énervé. Les gens lui font comprendre, sort. En plus, vu qu'il est petit, Jermaine Dupri, quand il est énervé, il ressemble à une espèce de boule pleine de nerfs. Ouais. Donc on lui a dit de sortir du studio et tout, il est énervé. Mais quand il rentre chez lui, il repense à ses paroles et il se dit, ah, il croit que c'est un coup de chance, Chris Cross. Ah, il croit que je vais faire un autre truc et il va voir. Et c'est là que il est motivé et il produit Escape, ce groupe de meufs d'Atlanta, 4 meufs d'Atlanta. Et c'était pas gagné sur le papier. Parce que, sans vouloir manquer de respect à quiconque, après ça a été avoué, ils en ont parlé dans des documentaires et tout machin, c'était pas les plus belles, ok? Non. Et quand tu fais du R&B, quand tu fais des chansons d'amour, tu dois vendre ce glamour. Et on voyait pas ça directement en fait, sur Escape. En plus de le fait de pas être forcément très très belles, c'est qu'elles avaient pas non plus ce côté sexy qu'il peut y avoir chez des artistes R&B. Ouais, non, c'est clair. Tu vois, et c'est encore plus loin que le côté Belle, parce que Belle à dire avec du maquillage et tout, tu peux faire quelque chose. Attention, c'est pas du tout sexy ce qu'on dit, c'est que c'était la réalité du R&B de l'époque. Et je tiens à dire que Candy du groupe Escape est belle. Je l'adore, c'est mon préféré. Mais tout le groupe, quand tu prends tout le groupe, c'était pas glamour, ok? Et c'est là que lui il s'est dit de toute façon, je vais pas sur ça, je vais pas jouer sur ça, je vais jouer sur le côté ghetto, le côté hood. Il les habillait avec des bandanas, avec des grosses salopettes, des baggy, des trucs machin. Il a dit c'est ça qu'on va mettre en avant et elles vont faire ce R&B un peu ghetto. Ça sera toujours des chansons d'amour, mais dans l'imagerie, les clips. Quand vous voyez les clips, elles sont dans des gros 4x4 et tout ça. On bouche ses oreilles, on peut croire que c'est un groupe de rap quand on les regarde. Clair. Et donc il s'est dit je vais jouer sur ça et de toute façon elles sont tellement fortes que ça va marcher et je vais leur faire les chansons qu'il faut. Il faut savoir que c'est un groupe où elles sont 4 filles, les 4 filles sont chanteuses. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de groupes de R&B, que ce soit masculin ou féminin. On prend une personne devant avec le charisme, la beauté et la voix et les autres, c'est des gens qui font des chœurs ou qui dansent ou tout ça, machin, ou qui chantent même pas des fois. Et voilà, c'est comme ça qu'on faisait les groupes, des boys band ou des girls band. Là, on parle de 4 vraies chanteuses. Donc il s'est dit non, elles chantent vraiment et il y a notamment Latosha qui elle pour le coup sans manquer de respect à qui que ce soit, moi-même j'ai de l'embonpoint. Latosha avait de l'embonpoint. Donc voilà, il y avait rien de sexy. J'aime beaucoup ce mot dedans. embonpoint. Ouais, ça rend le truc un peu plus mignon. Bien. Mais bon. En tout cas, voilà, mais elle avait une voix magnifique avec une puissance incroyable. Donc c'était la voix lead du groupe quoi qu'il arrive. Mais Candy avait un charisme et il y avait Tiny qui était cette métisse toute petite qu'on voyait parce qu'elle était métisse en fait et que les 3 autres étaient dark skin comme on dit là-bas et elle était métisse, on la voyait et ça c'est devenu Madame T.I. Quelques années plus tard et ça l'est toujours même malgré des bas et surtout malgré des bas parce qu'il y a beaucoup de bas. Ouais, voilà. Mais en tout cas voilà, il y avait Latosha, il y avait Candy, il y avait Tameka qui est la sœur de Latosha et il y avait Tiny. C'était ce groupe de 4 filles et le premier album marche directement avec le premier single qui s'appelle Just Kickin' It, qui est juste magnifique et merveilleux de toute façon qu'on va écouter. C'est comme Chris Cross, ça prend tout de suite. Ah bon, après ça fait pas 8 millions, mais ça en fait 2-3 facilement, ce qui est énorme déjà aux États-Unis, c'est multiplatine et tout. On rappelle pour surtout un petit label. Parce que c'est la deuxième production. Faut quand même le rappeler que c'est toujours pour l'instant un petit label. Le mec fait un sans faute. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc Escape ça cartonne. Donc pour continuer sur Escape, ça marche, mais il y a ces critiques et c'est pas pour rien. Si je parle de leur physique, c'est pas pour rien, c'est pas pour être méchant quoi. Il y a ces critiques, elles chantent bien mais elles sont moches. C'est ce que tout le monde disait. C'est ça.
Et Jermaine Dupri s'est dit, bon, ça suffit. Maintenant, va falloir arranger ça. Et je vous cache pas que quand le deuxième album sort, c'est là que je commence à tomber amoureux de Candy. Et même, je regarde les clips, je les aime toutes, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je me pose même pas la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je les trouve belles. Et en regardant un documentaire, qui a peut-être 2-3 ans, elles expliquent que Jermaine Dupri a payé des gens pour relooker les filles, pour tout ce qui est maquillage, coiffure, tout ça. Vraiment, ils ont mis le maximum et tout. Et les photoshoots, c'était pas de la rigolade. Et elles sont devenues glamour. Ouais. Et c'est là que tu vois qu'aux États-Unis, quand t'as le budget, tu peux tout faire. Et franchement, à ce moment-là, les gens ne parlaient plus de leur physique. Donc ils s'intéressaient vraiment à la musique et tout, et musicalement on pouvait rien dire. Les filles elles chantaient pour de vrai et tout. Donc deuxième album succès, troisième album succès, Traces of My Lipstick, magnifique. Bon, j'ai un mauvais souvenir avec cet album malheureusement parce bah dis-nous directement Driver. J'adore l'album, mais je me rappelle que j'étais en tournée en 99, il me semble, aux Antilles. Ouais. Et à un moment, alors je sais plus dans quel sens, je crois que de Martinique à Guadeloupe, j'y vais en bateau. Ouais. Et l'album, il tourne dans le bateau, mais en boucle. C'est-à-dire, l'album se termine, ils le remettent. Et moi, à ce moment-là, j'ai le mal de mer, mon gars. On traverse un passage où il y a des turbulences et tout. Alors, il paraît que ce passage-là, il marche que dans un sens. Alors, je sais plus si c'est de Martinique à Guadeloupe ou de Guadeloupe à Martinique, j'ai plus de souvenirs, mais il paraît que dans un sens, il y a ces perturbations et dans l'autre sens, non. D'accord. Waouh, ça fait que j'étais en train de vomir et il y avait plein d'Antillais en train de rigoler. Et j'entendais Escape comme ça tout tourner dans ma tête. Je suis rentré en France, je pouvais plus écouter que cet album d'Escape pendant longtemps. Ouais, bah oui, mauvais souvenir en effet. Voilà, mais grand album avec des super morceaux, dont un morceau avec Keith Sweat qui s'appelle I'm a Dreaming, oui. Oh, incroyable. Donc voilà, après elle se sépare. Alors pourquoi elle se sépare? Jermaine Dupri a une relation sexuelle avec Candy. Voilà. Jermaine Dupri avait dit, voilà, il y a 3 albums d'Escape qui ont été faits, on va bosser sur les solos, et le premier solo, c'est La Tosha, parce que La Tosha, c'était la voix la plus puissante, et tout ça, machin. Sauf que, au moment où il couche avec Candy, Candy devient un peu la chouchoute. Évidemment. Et il commence à parler de faire un album solo de Candy avant celui de La Tosha. Les meufs, c'est des carrières, hein. C'est parti en couille. Après, sachant que La Tosha et Tamika sont 2 sœurs, elles étaient ensemble. Ouais. Tiny, Madame T.I., elle c'est la copine de Candy. Voilà, elle s'est rangée du côté de Candy et ça a coupé le groupe en deux et c'était fini. Bon, Jermaine, t'es mon gars, mais t'as déconné. No job in job. Il faut pas. Ou alors tu couches avec, mais tu fais pas son album. Non, mais il faut pas faire ça avec tes artistes. Ouais, c'est vrai. T'as déconné, mon pote. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, ce groupe a marqué. Et ce qui est cool, c'est qu'ils se sont remis ensemble là tout récemment. Ouais. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu l'anniversaire de Soso Def, elles étaient toujours en embrouille, donc elles sont pas montées à 4. Là, elles sont reformées, elles sont à 4, et elles ont une tournée de dingue. Elles arrêtent pas de faire des concerts, alors qu'il y a même pas de nouveaux morceaux sortis, rien. Juste, elles ont tellement manqué aux gens, ça marche, et il y a une télé-réalité carrément à la télé dessus, et tout. Et je suis vraiment content de les voir tout ensemble, et surtout, T.I., en se mettant avec Tiny. Il faut savoir que Tiny est plus âgé que T.I. Tiny a connu le succès avant T.I. Oui. C'est-à-dire, c'est T.I. qui la voit et la drague, il insiste. À la base, elle voulait pas de lui. Et il a tellement insisté à un moment, elle s'est dit, je vais lui laisser sa chance. Ils ont fini mariés avec une tonne d'enfants, ils ont énormément d'enfants. Ils ont une équipe de basket. Voilà. Mais T.I., un mauvais macho, elle a dit, maintenant, c'est moi. Ouais. Tu chantes plus. Voilà, il lui avait dit, t'arrêtes de faire de la musique. T'arrêtes de faire la musique, et voilà. Donc, elle était frustrée. À un moment, tellement elle était frustrée, elle a même produit un groupe où il y avait une de ses filles dedans et tout. Tu sentais qu'elle voulait refaire de la musique. Quand il bossait avec Iggy Azalea, tu voyais Tiny, elle était souvent sur scène derrière, mais tu sentais qu'elle voulait prendre le micro. Tu sentais toute cette frustration. Et là, il y a eu toutes ces embrouilles de couple. À un moment, bon, on va parler clairement. Il y a même une télé-réalité dessus. Oui, mais on va parler clairement. T.I. a trompé Tiny. Oui. Tiny le tenait par les couilles au niveau de l'oseille. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les pensions alimentaires, ça rigole pas. Ouais. Ça veut dire, en gros, si elle divorce avec tous les enfants qu'ils ont, T.I. il est ruiné. Donc, à un moment, T.I. il est revenu vers elle. Bon, il faut qu'on arrange les choses. Elle dit, ok, on va arranger les choses. Tu me laisses refaire de la musique, j'en ai rien à foutre. Sinon. Ciao.
bon, d'accord. Et là, du coup, le groupe s'est reformé et tu la vois, c'est la meuf qui est le plus à fond des 4. Ouais. Tu sens que qu'elle est vraiment contente d'être revenue. Et tout. Et même moi, ça me fait du bien de la voir sur scène comme ça et tout. Et pour la petite histoire, il y avait eu un concert à l'époque, mais il y a très longtemps, d'Abrat et Escape. Que des thugs sur scène. Au New Morning à Paris. Oula. J'étais dans la salle, comme un fou. J'étais heureux. Et quand elles ont chanté Understanding, un slow du premier album d'Escape, Candy a pris la main d'un homme dans la foule. C'était toi? C'était moi. Oh là là là. Candy, I love you. Franchement, Driver, t'as quand même une vie extraordinaire. Ouais, je sais pas, mais Candy, il faut faire un film sur ta vie. Candy, I love you. Et un jour, je la reverrai, je lui dirai. Voilà. Moi, j'adore Escape. Et mine de rien, pour revenir une dernière fois sur ces histoires de physique, parce que vous savez, les filles, elles sont beaucoup plus sujets à ça. Ouais. Même si quand tu fais même si quand tu fais du R&B, c'est mieux si t'as un beau gosse et tout ça, mais c'est vraiment sur les filles, c'est vraiment le physique est super important et tout. En tout cas, Escape, c'est quand même une bataille, au moins sur le premier album, qui a été remportée, c'est que c'est la musique qui a gagné en fait. Bien sûr. C'était tellement bien, ça a été multiplatine, sans que les mecs rêvent de coucher avec ces filles. Donc ça c'est alors pas au même niveau, mais c'est plus récent puisque c'était début 2000. Il y avait Amanda Perez qui avait sorti un single et Amur Angel et un album. Et Amanda Perez, donc c'est une Mexicaine, mais qui ressemble vraiment à un thug et qui était très 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 masculine et qui était un peu en bon point aussi, comme tu disais. Okay. Ça a marché quand même. Voilà. Parce qu'à un moment, ça y est, faut arrêter. La musique, c'est la musique. La musique a dit la vérité. Donc voilà. Donc pour revenir, on suit ce train, même si on parle d'autres artistes, c'est Jermaine Dupri le point culminant de tout ça. Ah bah oui. C'est son label. Donc on revient à cette histoire de Babyface. Ouais, parce que Babyface, je l'avais dit, quand tu l'auras fait 2 fois, tu reviendras me voir. Escape, carton total. Il revient aussi au Babyface. Et torse bombé encore plus. C'est pas mal. Bah alors, je l'ai fait. Et là, Babyface, il dit, ok. Maintenant, on peut parler. Je m'occupe d'un groupe qui s'appelle TLC. Oh. Tu vas faire un remix de Baby, Baby, Baby. Et après, on verra. Il dit justement, Thibaut, c'est ma pote de ouf, tout ça, nanana, y a pas de problème, je le fais. Ses potes, c'est que des Kaira. C'est pas Thibaut. C'est une Kaira du groupe. Bon, avec Left Eye aussi, reste in peace. Et voilà. Du coup, il fait ce remix pour TLC, de Baby, Baby, Baby. Et le remix est vraiment réussi. Et à partir de ce moment-là, on appelle Jermaine Dupri pour qu'il fasse des productions sur d'autres albums, des remixes. À l'époque, les remixes étaient très importants. C'est pas comme aujourd'hui un remix, tu gardes le même instru et t'invites d'autres rappeurs dessus. Non, avant la musique changeait, tout ça, machin. Et les couplets changeaient aussi. Les couplets, ça arrivait aussi que ça change et tout. Donc voilà, on l'appelle pour faire des remixes, on l'appelle pour faire des beats pour d'autres albums et tout. Donc Jermaine Dupri, le beatmaker, le songwriter et tout, ça y est, il est en route. Et finalement, c'est pour ça que je répète, ce que Babyface a provoqué dans sa tête, ça a été totalement bénéfique. Il y a plein de gens qui auraient boudé. lui, il est parti au travail, tout ça. Ouais. Donc à un moment donné, il s'est dit, moi, il me faut mon empire. Surtout que d'un côté, maintenant, il est plus tout seul. Il y a Bad Boy et Death Row qui contrôlent les charts. Tu vois ce que je veux dire? Dr. Dre, Snoop, c'est la folie. Biggie, c'est la folie. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, il se dit, il faut que j'étende mon empire comme ces 2 labels aussi, tu vois. Donc, arrive un jour où Chris Cross fait un concert à Chicago. Et ce jour-là, il y a quelqu'un qui arrive à rentrer dans les loges. Parce qu'elle connaît tout le monde à Chicago. Cette personne habite à Chicago. C'était Dabrat. Encore une Kaira. Elle, c'est le summum des meufs Kaira. Que des Kaira. Ça, c'est elle, il n'y a pas plus Kaira. Elle se retrouve devant Chris Cross et elle leur dit, ouais, moi je rappe et tout, je veux signer sur le même label que vous et tout. Parce que elle est jeune aussi à ce moment-là et finalement ça devient un peu une référence de quand t'es jeune, faut être chez Sosodef. Il y a Chris Cross qui a réussi. Donc voilà. Donc eux ils disent, bah vas-y, fais un freestyle. La meuf elle est dans les loges, elle se débine pas, elle rappe et elle rappe de fou. Et eux ils sont là, oh là 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 là, ils prennent leur téléphone, ils appellent Jermaine Dupri qui est à Atlanta. Il y a une meuf, c'est la folie, faut que tu la signes, tout ça là. Il dit, ah ouais, tout. Voilà, vas-y, bah, faites-la venir à Atlanta et tout. Ouais. Si elle peut venir avec vous quand vous rentrez, tout ça. Ouais, ok. Ils l'ont ramené à Atlanta. Elle a rappé devant Jermaine Dupri. Il a dit, ok, c'est bon, c'est réglé. Je te signe. Et voilà. C'était donc Dabrat
Ils vont faire un premier album qui s'appelle Funkdafied, qui est légendaire pour plusieurs raisons. Qui est légendaire parce que l'album est juste parfait et magnifique. Ouais. Mais surtout, parce que c'est la première femme à atteindre le niveau platine, donc 1 million de ventes aux États-Unis, dans toute l'histoire du hip-hop. Ouais. C'est-à-dire, avant elle, il y a eu MC Lyte qui a fait un disque d'or. 500 000 exemplaires vendus. Mais platine, personne ne l'avait fait. Queen Latifah, tout ça, ça allait jusqu'au disque d'or maximum. Platine, jamais. Da Brat le fait, et c'est sous So Def. C'est la troisième production de Jermaine Dupri. Oui, sans faute. Champion. Dessus, il y a des morceaux comme Funkdafied qu'on va écouter tout à l'heure avec Jermaine Dupri. Et il me semble que, si je me trompe pas, c'est la première fois que nous, on voit Jermaine Dupri rappeur. C'est un duo, c'est un vrai duo où ils font de 8 mesures chacun, ils se coupent, tout ça. Le morceau est magnifique. Faut voir le clip. Il y a des mecs qui sont habillés à l'ancienne, bon, ils ont gardé le côté funky à l'ancienne et tout. Jermaine Dupri a une gestuelle incroyable. Dédicace à mon pote Christophe Colomb. Je sais que tu sais faire, c'est danser comme lui. Tu le faisais à l'époque. Donc, non, vraiment, le morceau est un bijou. Quand tu parles de Christophe Colomb, c'est vraiment un pote à toi et c'est pas le mec qui aurait découvert l'Amérique. Non, c'est pas lui. Le mien est plus légendaire. Il est camerounais. Voilà, tout simplement. Donc, non, vraiment, ce premier album est réussi. Il y a que 9 morceaux, 9 bijoux. Il y a des morceaux, il y a un morceau avec un mec de Da Butch Babies là qui fait du raga dans le morceau Ain't No Thing. Après toi t'es un grand fan des albums à 9 morceaux donc C'est pas grand fan, disons qu'à l'époque je me disais oh là on peut faire plus, mais après je me dis pourquoi je vais me plaindre, j'aime tout. Ouais, voilà. Donc voilà, mais à l'époque non, on se plaignait plus. Moi c'est aujourd'hui les gens qui font des albums de 20 morceaux, les 20 morceaux tuent pas. Donc je me dis vaut mieux faire plus court et voilà, avoir un album solide et tout. Elle en tout cas son album il était magnifique. Après comme souvent quand t'as un album légendaire comme ça, ton deuxième album est super attendu. Bon, c'est un peu en dessous. Il y avait des très bons trucs dedans dans cet album Sitting on Top of the World, tout ça. Mais c'était un peu en dessous et tout doucement la carrière de Da Brat va tomber. What You Like, c'est pas sur le deuxième album? Non, c'est sur le troisième. Ah, c'est sur le troisième, ouais. Ce morceau avec Tyrese qui est un hit, hein. Ah oui, absolument. Voilà, et clairement, il y a un morceau qui s'appelle That's What I'm Looking For, qui est magnifique, avec un remix avec Missy Elliott et Jermaine Dupri, qui est sur la bande originale de Big Mama, un truc comme ça, je sais plus. Ils ont fait plusieurs bandes originales chez So Def, mais en tout cas, voilà, Da Brat, ses albums fonctionnaient de moins en moins, mais il y avait toujours un hit à chaque fois. Ouais. Donc elle était là, elle était vivante, c'est légendaire de par son premier album. Et le truc qui est fou, c'est que surtout aux États-Unis, qui sont le pays de l'argent, ils sont vraiment basés sur tu me rapportes de l'argent, on est cool, tu m'en rapportes plus, dégage. Jermaine Dupri, il avait vraiment une relation de frère-sœur avec elle, il l'a jamais lâché. Ouais. À un moment, elle vendait plus. Il aurait pu la virer, il l'a jamais lâché. Jermaine Dupri, on en parlera après, il s'est retrouvé, là au début il est chez Sony, après il s'est retrouvé à travailler avec différentes majors et tout. À chaque fois il prenait Da Brat avec lui, il l'a ramené, comme s'il lui redonnait toujours une chance et tout. Et à un moment Da Brat a eu un grave problème, pour ça que je dis elle c'est le summum de la carrière. Elle s'est retrouvée en boîte de nuit, elle s'est embrouillée avec une meuf, elle a pris une bouteille de champagne, elle lui a cassé sur la tête, de champagne. C'est une Kaira mais classe un peu. Pas une petite bouteille de bière genre Cronenbourg, une bouteille de champagne. Bah, la meuf a porté plainte, Da Brat s'est retrouvé en prison longtemps. Ouais. Et voilà, ça a vraiment flingué sa carrière. Et quand elle est sortie, Jermaine, il a dit, on est ensemble. Ils ont fait une mixtape quand même ensemble. Jermaine s'est retrouvé dans des téléréalités. Il a toujours donné du travail à Da Brat dedans, en tant que consultante, quoi. Il a dit, c'est ma sœur, elle a jamais lâché jusqu'à maintenant. Ils ont cette relation. Et je trouve ça beau. Ouais, c'est beau. Là, on a dépassé le cadre du business et de la musique. On va le voir après que ça marche aussi avec d'autres artistes, ce qu'il fait là. Donc, c'est sa sœur. Vraiment, c'est sa sœur. En tout cas, voilà. Da Brat est légendaire. Sachez-le. C'est la première artiste féminin dans le rap à faire platine. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est une super rappeuse, tu vois. Elle rappe super bien. Après, rappeuse. Le premier album est très influencé West Coast, comme j'ai dit. À ce moment-là, Death Row cartonne, donc il y a ce Snoop, Corrupt, tout ça. Elle est très influencée par Snoop et Corrupt. Et petit à petit, elle va avoir son style de Chicago du Midwest, même, où dans le Midwest, ils aiment beaucoup rapper vite. Ils ont ce style fast flow, de Bone Thugs and Harmony, Crucial Conflict, Twista, tout ça c'est le Midwest et elle a ça. Et ça revient, ça prend le pas
Elle devient très Chicago après sur ses albums suivants et tout, et elle contrôle dans ces trucs de fast flow là. Faut pas aller la tester. Hein. C'est un problème la meuf. C'est un réel problème. Très grande rappeuse. Maintenant, on va passer à Jermaine Dupri, le rappeur. Comme j'ai dit juste avant, avec Funk the Fight, le morceau Funk the Fight de Dabrat, c'est la première fois qu'on le voit en tant que rappeur, en train de lâcher des couplets et tout ça. Bien sûr, comme je disais, il y a Death Row et Bad Boy qui cartonnent. Et chez Bad Boy, il y a Puff Daddy qui a sorti un album en tant que rappeur, No Way Out, avec beaucoup d'invités. Et que ça même. Voilà. Et Jermaine Dupri, il se dit que, l'album de Chris Cross, tous les albums de Chris Cross, c'est moi qui les ai faits, c'est moi qui les ai écrits, contrairement à Puff Daddy qui lui écrit pas les textes, il écrit des chèques. C'est lui qui l'a dit. Ouais, c'est lui qui le dit. Voilà. Et donc il s'est dit, moi je suis plus rappeur que Puff Daddy. Clairement. Je suis successful comme lui, je peux le faire aussi. Donc il s'est dit, je vais travailler sur mon album. Cet album s'appelle 1472, je le dis en français parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Cet album est magnifique, Hubert. Moi, je suis traumatisé, je l'écoute très souvent. Ouais. Très, très souvent. C'est un album qui m'a marqué, qui m'a même influencé C'est dans pas ma carrière. vrai. Dans ma carrière, il y a des morceaux qui viennent de cet album. En tout cas, au niveau de l'influence. Je ne dirais pas lesquels, mais... Oh bah non, ça veut dire qu'il faut attendre ton livre pour le savoir. Non, dans mon livre, de toute façon, dans mon livre, il y aura tout ce que je n'ai pas dit ici. Oh là là. J'en garde. Il y en a des choses, hein. Voilà. Mais bon, bref, Jermaine Dupri, cet album, c'est comme No Way Out de Puff Daddy, une grosse compilation, sauf que il fait tous les sons, parce que c'est son boulot, sauf deux. Il y en a un qui est produit par DJ Quick, morceau magnifique, et un qui est produit par DJ Premier. Et ça, c'est un morceau étrange. Parce que le mec fait un morceau produit par DJ Premier qui représente vraiment le son de New York à ce moment-là. Oui. Et il invite qui dessus? Snoop et Warren G. La West Coast sur DJ Premier et tout. Et c'est ce qui est chaud, c'est ce qui est C'est ça qui est marrant, c'est que t'as un mec d'Atlanta, un mec de New York et deux mecs de LA, tu vois. Voilà. C'est tout ça ensemble, c'est n'importe quoi. Ouais. Et c'est magnifique. Le morceau produit par DJ Quick est très très chaud. Et il a signé d'autres rappeurs, dont un mec qui s'appelle ROC. Et c'est étrange parce que, enfin, c'est pas si étrange que ça. Donc, ça s'appelle ROC. R-O-C. Comme Rocafella. Jay-Z, quand il coupe le nom, il disait ROC. Voilà. R-O-C. Le mec s'appelle comme ça. Le mec a le même flow que Jay-Z. Ouais. Le mec a presque la même voix que Jay-Z. Et son nom, et c'est la moitié du label de Jay-Z. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? Mais après avoir discuté avec DJ Nabs, donc qui est DJ Sosodef, m'a expliqué que il a pris aussi il devait le produire, il a jamais sorti de disque là-bas, mais il l'a pris aussi pour écrire des textes pour certains de ses artistes qui n'en écrivaient pas et tout ça. Donc apparemment il avait une belle plume aussi, voilà. Mais en tout cas, il est présent tout au long de cet album parce qu'il compte le sortir à un moment. C'est son Loon, quoi. Ouais. Il est plus talentueux que Loon, mais c'est pas difficile. Mais là où je te rejoins pour Loon, c'est que Loon il sonne comme Maze. Ouais. Et aussi il sonne comme Jay-Z, donc ouais, il y a un lien. Mais en tout cas, il y a presque toute la famille Sosodef sur ce disque, sauf Chris Cross avec qui il est un peu en froid en ce moment-là. Mais la famille de cette époque-là, donc Dabrat, Escape, tout le monde est là, mais il y a surtout des gros invités. C'est le premier, il arrête pas de dire je suis le premier mec du Sud à avoir invité Jay-Z. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il l'a même fait avant Juvenile chez Cash Money. Donc voilà, il y a Jay-Z, il y a Nas. C'est-à-dire, il y a un album, il y a Jay-Z et Nas déjà. Bon, à ce moment-là, ils sont pas en guerre, mais c'est quand même deux gros mecs importants de New York. Ouais. Voilà. Il y a Mariah Carey, le magnifique morceau Sweetheart, avec ce clip où elle est en moto avec un mec, tout ça, avec un poum short. Non, Maria, je t'aime aussi. Bon. Surtout Maria de cette époque-là. Oh là 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 là. Et le morceau est magnifique, non, vraiment superbe. Il y a énormément d'invités. Il y a pas Monica dessus? Je pense pas qu'il y ait Monica. Ah, je croyais. En tout cas, il y a Too Short. Ça a dû te plaire. Ça. C'était magnifique. Un morceau s'appelle Jazzy Hose. Oh bah évidemment. Donc non, pour moi cet album est excellent, tout simplement. Et ça marque donc Jermaine Dupri. Voilà, ça lui donne encore plus. L'album est un succès total, multi-platinum, tout ça. Il y a pas de problème. Il y a un super morceau avec Qui Souhaite aussi.
très très bien. Et ce fameux A aussi, il y a un clip et tout, c'est en boîte de nuit. À ce moment-là, Jermaine Dupri passe sa vie en boîte de nuit, comme Puff Daddy, tout ça, c'est vraiment c'est les hip-hop moguls, ça y est. Voilà, c'est le truc, c'est t'es un producteur et que t'aimes te montrer, tu dois être en boîte de nuit, tu dois prendre la table la mieux placée, tu dois avoir plein de bouteilles sur ta table, plein de meufs, tout ça. Pour que Dabra t'as pu se casser les bouteilles sur la tête des gens. Voilà. Ça c'est plus tard. Mais voilà, c'est très important cette imagerie. On est vraiment dans le bling bling à ce moment-là. Ouais. Ça veut dire t'as Puff Daddy qui est comme ça, t'as Jermaine Dupri qui est comme ça, t'as Cash Money, No Limit. Tu vois, on est vraiment dans ce truc. Il était pas comme ça, Suge Knight. Lui, c'était plus le gangster. Lui était vraiment lui venait en boîte de nuit pour mettre la pression à d'autres artistes, tout ça. Et après, donc c'est un autre délire, c'est encore autre chose. Mais au final, il avait son cigare et il buvait de l'alcool, hein. Mais bon, moi, pour l'avoir rencontré en boîte de nuit, il venait pas flamber, hein. Il venait se foncer et attraper des meufs, un peu de force. C'était bon. C'est notre histoire. Incroyable, ce mec. On fera une spéciale Death Row, je sais qu'on me la demande souvent. Ah bah oui. On fera une spéciale Death Row en 2 parties, je l'annonce avant parce que il y a tellement d'histoires sur ce label, j'arriverai pas à le faire. Puis il y a trop d'albums. En 3 heures. Donc voilà. Mais bon, bref, en tout cas, on est vraiment dans cette période bling bling, donc Jermaine Dupri est là-dedans. Et Jermaine Dupri, c'est quelqu'un, comme je vous l'ai expliqué, après Criss Cross, quand il va se pavaner dans le studio de chez Babyface, c'est quelqu'un qui arrogant, qui se la raconte pour de vrai. Donc, comme on est dans cette période bling bling, ça lui va. Il est à fond dedans. Et c'est un mec qui passe son temps à dire, je suis riche, dans ses textes. Je suis riche. J'ai tant de voitures, j'ai tant de maisons, j'ai tant de bijoux et tout ça, machin. Des gens me détestent. Ta meuf me kiffe. Tu me détestes. Non, c'est vraiment. En fait, c'est un truc West Coast qui fait. Ouais, mais encore West Coast, il y a la weed, il y a les beaches, il y a les voitures qui sautent, il y a les gangs. Voilà, c'est encore autre chose. Mais lui, c'est exclusivement je suis riche. Ouais. C'est de ça qu'il parle et tout. Et ça marche bien sur le premier album parce que finalement. Il sait doser sur ça, et puis il y a plein d'invités et tout. Mais il fait un deuxième album où là c'est vraiment que ça. Et l'album ne marchera pas en fait. Ouais. Même s'il y a des très gros hits. Il y a Welcome to Atlanta avec Ludacris qu'on va écouter après qui était numéro 1 en tant que single. Et puis il y a eu le remix qui était extraordinaire. Où il n'y a pas Ludacris d'ailleurs dessus. Ouais, mais parce que en fait le remix. En fait, il aime bien faire ça. Non, là c'est particulier. En fait, le remix c'est il faut qu'il y ait quelqu'un de chaque coin des États-Unis. Donc il y a East Coast, West Coast, Midwest, Dirty South. Il est le Dirty South. Ouais. Donc il a pas mettre Ludacris. Il fait 4 mesures au début comme ça. Et enfin un peu plus de 4 mesures, mais il a un couplet très court au début. Et il représente le Sud. Pour le Midwest, c'est Murphy Lee, qui est le gars Nelly. Représente Saint-Louis. East Coast, c'est Puff Daddy, qui est, à un moment, il dit vous avez détruit les 2 tours, les Twin Towers. On va en construire 2 autres, même 4. On est là à New York, on n'est pas mort. Ah, c'est magnifique. Et il y a Snoop qui représente la West Coast, tout en Lakers, tout ça est magnifique. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Ludacris. Mais la version avec Ludacris arrive numéro 1. Merveilleuse. Même si l'album ne connaît pas le même succès que le premier. Il y a des gros singles, et notamment Welcome to Atlanta. Ouais. Et il y a ce morceau avec Nate Dogg qui était cool. Comment il s'appelle Ballin' Out of Control. Avec Nate Dogg, un Nate Dogg magnifique. Chili Chili Bang Bang dans Chichi. Voilà. En tout cas, cet album-là, il est moins bien reçu parce qu'il fait que se la raconter dedans, en fait. Ouais. Et les gens en ont marre de lui. Et la folie, comme quoi, il y a un karma. C'est que un peu après cet album, où il passe son temps à dire les gens ont la haine contre moi, je suis riche, tout ça, nanana, il a des problèmes avec les impôts. Voilà. Les impôts lui tombent dessus. Après, quand t'attires l'attention comme ça, dire je suis riche, le fisc vient. Ouais, ils disent, on va aller voir lui un peu et tout. Et effectivement, il y a des trucs qu'il avait pas payés, donc ils ont dit, vous nous devez tant. Et là, il se retrouve un peu dans des difficultés et tout. Il faut savoir que... Il vivait toujours chez sa mère. Non, là, il est parti, il a plein de maisons, il se la raconte. Mais il faut savoir que, on en parlera après, avec Jagged Edge ou Bow Wow. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, ça commence à moins bien se passer avec Sony. Donc, Sony et lui divorcent. Et là, à ce moment-là, il y a des artistes qui restent là-bas. Jagged Edge, Bow Wow. Mais on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Sony disent, nous, on garde ces 2-là. Et tu peux partir avec le reste. Et à ce moment-là, il a des problèmes avec les impôts. Et il a plus de major compagnie qui l'appuie. Ouais. Tout le monde se moque de lui. Tout le monde dit, il se la racontait. Je suis riche. Maintenant, il a des problèmes avec les impôts. Tout le monde se moque de lui. À ce moment-là, tout le monde se dit, Jermaine Dupri, il est foutu, il est mort. Le mec rebondit. Il devient
boss de Arista BMG. Ouais, voilà. On lui donne carrément le label, fait des trucs et tout, artistique. machin. Ouais, non, on lui donne Arista. Vas-y, d'accord. gère. Et du coup, il ramène tout son roster Sosodef. Et à ce moment-là, c'est l'époque Crunk. Ouais. Donc il saute sur le wagon, Crunk c'est Atlanta et tout. On en reparlera après de toute façon. Et succès. Donc il se refait financièrement. Et là, il recommence à flamber. Vous croyez que j'étais mort? Et c'est là qu'il balance. Reviens. C'est là qu'il balance ce fameux tag. You know how this is. So deaf. Ouais. Il envoie ça à chaque fois, en chaque début de morceau. Ça, c'est son retour. C'est pour dire, je suis vivant. Ouais. Et après, on va parler de toutes les productions qu'il fait à côté. De toute façon, on va en parler Parce qu'il a un aussi. produit pour des artistes. Voilà, hein, et ça. il se refait et il a pas de soucis. Il est très bien financièrement. Après BMG, Virgin l'appelle. Virgin dit justement, nous on est en galère. On n'arrive plus à faire marcher le rap ici. Viens. Il faut savoir que Virgin produisait les disques de Janet Jackson et à un moment il s'est retrouvé en couple avec Janet Jackson. Oui. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont dit oui, on a besoin d'un mec comme toi. Il va là-bas, pareil, il sort 2-3 produits là-bas, ça marche bien. Universal l'appelle. On a besoin de toi, Island. Ouais, on veut remonter à Island. Il se retrouve C'est patron lui qui avait d'Island. Island, ouais. C'est le côté R&B de Def Jam. Ouais. Il était là-bas, pareil. Il a bossé sur The Emancipation of Mimi, Ouais. qui est cet album magnifique de Mariah Carey. Oui. Et là, c'est lui qui est le plus important dans le succès de cet album-là. Mm. Il a énormément de tubes dessus. Et donc du coup, c'est là qu'Island, Mariah Carey était chez Island à ce moment-là. Island l'appelle en disant vas-y, on a besoin de quelqu'un comme toi. Il sortira un album sombre d'un rappeur d'Atlanta beaucoup plus ghetto, beaucoup plus hardcore, qui a pas connu le succès, qui s'appelle Rocco, qui était le mec de Monica à cette D'accord. époque-là, et qui est un mec très trap, tout ça, machin. L'album était très très solide, il a pas spécialement fonctionné, mais c'est Jermaine Dupri qui est derrière ça, il est producteur exécutif et tout. Donc voilà. Et ensuite, il est retourné à d'autres choses. On en reparlera à la fin de l'émission. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que Jermaine Dupri, en tant que rappeur, c'était quelque chose. C'est déjà un premier album magnifique. Un deuxième album qui était vraiment cool, mais qui a pas connu le succès. Je répète, les gens, ils en avaient marre de l'entendre flamber. Et Mais je peux comprendre, tu vois, t'es là, t'écoutes un mec, ok, il a fait un album comme ça, mais le deuxième, il est exactement pareil. Où il dit, ouais, j'ai de l'argent. Au bout d'un moment, c'est chiant. ouais, non, mais il était moins bien en plus que le premier. Même s'il était bien, il était moins bien. Et entendre quelqu'un se la raconter comme ça tout le temps. Faut savoir le faire, faut savoir doser en fait. Et je trouve que sur le deuxième album, il dose pas du tout. C'est vraiment, vous avez la haine, je suis le meilleur. Et voilà. Et puisqu'on est plein d'anecdotes, il a eu un bif, le seul bif de sa carrière. Il a eu un bif contre Dr. Dre, Eminem et Timbo en même temps. Ouais, bah. Il y a eu des morceaux où il a répondu. Il a été attaqué sur un album sur le Eminem Show. Ouais. Il a été attaqué c'est un morceau de Dr. Dre et Eminem ensemble, avec Timbo qui vient à la fin juste pour dire Jermaine Dupri, suck my dick. Une phrase, c'est tout. Il a juste dit ça. Donc, ce morceau-là, il était clairement contre ouais. Jermaine Dupri, et Jermaine Dupri a répondu en reprenant des morceaux des instrus de Timbo, de Dre et Eminem. Et il a répondu dessus. Après, il a pas marqué l'histoire, c'est pas un battle MC ou quoi, mais voilà, il l'a fait pour la petite histoire. Mais en tout cas, il a raconté d'où ça venait, parce que tout le monde dit mais comment il ose se comparer à Dre, tout ça. Et il a dit non, en fait, c'est une interview où on lui a dit comment tu te situes par rapport à Dre et Timbo en tant que beatmaker. Et lui, il a dit moi, de toute façon, on m'a toujours sous-estimé parce que je suis un mec du Sud. Faut savoir que le Sud, c'était pas comme c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout on vient du Sud. On considère le Sud comme des ploucs. Hein. Voilà, exactement. Il dit, moi, on m'a toujours sous-estimé parce que je venais du Sud. Mais si jamais on nous enferme en studio, Dre, moi et Timbo, le premier de nous trois qui sort avec une chanson, c'est moi. Et tout le monde a trouvé ça. Oh, comment il ose dire ça et tout ça. Et là, récemment, il s'est expliqué dans un podcast que j'adore, Drink Champs, pour ne pas le citer, de Noriega. Et il s'est Où il y a de expliqué. l'alcool. Ouais. Et justement, les mecs parlent vraiment. Et il a dit, moi, ce que j'ai expliqué dans cette interview, c'est que moi, je fais les beats. Moi, j'écris les textes. Et moi, je rappe, donc je peux les enregistrer. Timbo et Dre peuvent pas faire ça. Ouais. Donc, quand je dis le premier qui sort avec une chanson, c'est moi, c'est vrai. Et même Noriega l'a dit, c'est vrai.
Et puis surtout, on connaît la cadence de travail de Dr. Dre, c'est très très long. Dre, non, j'aime pas ce petit son. Ouais. Il revient, et il revient. Donc C'est très voilà. très long, donc ouais. Mais en plus, voilà, s'il doit faire une chanson, il va appeler quelqu'un pour l'écrire et tout ça, machin. Jermaine Dupri, il est capable de tout faire, tout seul et depuis le début, en fait. Donc c'est de ça qu'il parlait. Donc leur embrouille est venue de là. Quand ils ont lu cette interview, ils ont dit, allez, c'est parti. On est pas Eminem, ce sale gamin. Il était pas concerné. Il s'est dit, allez, on y va. Moi aussi. J'en ai rien à faire, moi aussi. Et tout. Et voilà. Donc, l'embrouille est partie de ça. Mais bon. Depuis, ils sont cool, ils sont tous réconciliés, il y a pas de souci. Donc là, on va écouter. Et juste pour un dernier truc, vu que c'est bientôt la période de Noël, il y a l'album Noël in So So Def. Qui est une grosse compilation. De Noël. Avec que des artistes et des chansons originales à chaque fois. Ouais, bien sûr. Donc, si vous pouvez aller l'écouter, elle est très très bien. Ouais. C'est très R&B. Évidemment, parce qu'il y a que des artistes R&B, c'est Noël. Et il y a Alicia Keys dedans. Il y a Alicia Keys dedans. Avant qu'elle soit connue. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est lui qui l'avait à la base, il devait la signer, et puis au dernier moment, il s'est dit, je sens pas le truc et tout. Et il l'a laissé partir, et voilà, ce qui s'est passé derrière. Ça arrive. Ça arrive. On peut pas tout sentir. Et maintenant, on va parler de R&B. Parce que comme je l'ai dit dès le début de l'émission, Jermaine Dupri, c'est un grand fan de R&B. Absolument. Il en produit énormément. Donc là, on va parler du groupe Jagged Edge. Bah, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'Escape, qui était un groupe R&B très thug. Et en fait, Jagged Edge, c'est le penchant masculin d'Escape parce que il les a habillés aussi en... ils sont en triple XL tout le temps, mais costard triple XL, gros bombers. Ouais, costard baggy. Enfin, voilà. Il y a ça. Juste avant de commencer sur Jagged Edge, il faut voir que je pense que Jermaine Dupri avait besoin de ce groupe R&B masculin qui venait d'Atlanta parce que 112 lui est passé sous le nez, mine de rien. C'est-à-dire que c'est un mec de New York qui est venu et qui lui a piqué un groupe de sa ville. C'est vrai. Donc Puff Daddy qui est venu et qui a pris. Donc je pense qu'il y avait aussi une revanche à prendre dessus. Et donc du coup, il a pris ce groupe de Jagged Edge, donc avec en fer de lance du groupe les frères Casey, Brian et Brandon. Et surtout, il leur a donné quelque chose pour se démarquer de tous les groupes. Parce qu'on parlait de son talent pour maquiller ou pour trouver un style particulier pour ses artistes ou pour ses groupes. Tu sais ce que Jagged Edge ont de plus que 112, que Druid, que Boyz II Men, que tout ce que tu veux? Non. Des moustaches. Oh merde. Parce qu'avant, personne n'avait de moustache. C'est vrai. Ils ont tous ça, je suis en train des de chercher. moustaches. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Donc leur premier album, Jagged Era, qui est arrivé en 97, c'est un album qui est pas arrivé au bon moment, j'ai l'impression. C'est un bon album, attention, mais c'est un album qui est arrivé pile à une transition du R&B. C'est ce moment où le R&B allait devenir beaucoup plus up-tempo. Ouais. Tu vois, le 98, ça devient très up-tempo. Et eux, ils ont fait ce R&B qui est très, mine de rien, 95-96, très slow tempo. C'est sûr que le premier album était slow. Le premier album, il est super slow, avec le morceau Haga the Bee, qui est le premier single. Ouais. Et d'ailleurs, Haga the Bee a deux versions du clip. Ouais. Il y a une version où ils sont dans une sorte de grand jardin, où ils sont bien en rouge. Et il y a une deuxième version où il y a les Destiny's Child dedans. En fait, cette version, je sais pas si elle est trouvable encore, mais cette version, en fait, chaque plan séquence est avec une des Destiny's Child. Okay. En fait, il y a, Jagged Edge, ils sont 4. Ouais. Et à l'époque, les Destiny's Child, ils étaient 4. Ouais. Donc, en fait, chaque plan séquence, il y a un mec avec une Destiny's Child. Okay. Donc, c'est la deuxième version du clip. Je sais pas encore si elle est trouvable et tout, mais ils ont fait deux versions de ce clip-là. Et cet album, je disais, est très slow tempo. Et au final, cet album a, à mon sens, un seul défaut. C'est quoi? Et tu vas certainement m'en vouloir, mais pour moi, ce défaut, c'est le featuring avec Dabrat. Sur le morceau The Way You Talk, qui est un morceau qui est mid-tempo, qui est très harmonieux, mais Dabrat, elle arrive et elle est très énervée, très thug, et c'est elle qui ouvre le morceau. Ouais. Et je trouve que ça plombe un peu ce morceau qui était très bien et qui avait une atmosphère complètement différente après le passage de Dabrat. Et je trouve que du coup, malheureusement, je vois pas du tout le truc de la même façon que toi, parce que ce morceau, en fait, c'est un copycat d'un morceau de Total avec Biggie, KTUC. Il a voulu refaire ça en vrai. Mais là, ça a pas. Sauf que je trouve que ça l'a pas fait. Voilà, le rappeur de Bad Boy, c'était Biggie. Lui, c'est Dabrat, c'est une meuf, voilà. Mais moi, le morceau, il me dérange pas parce qu'il y a Dabrat, il me dérange parce que
La copie. Ça existe déjà et c'est mieux fait. C'était Can't You See de Total. Ouais. Moi c'est Dabrat malheureusement qui me dérange. Ah, Dabrat est une super rappeuse, attention, mais je trouve que là, malheureusement, le côté agressif sur le morceau. Ça a rien à voir sur ce morceau. Ouais, Bon bref, cet album est pas mal et il y a juste un petit truc qui est vraiment extraordinaire dans ce morceau. C'est sur, je crois que c'est le deuxième single Slow Motion, qui est le deuxième single où tout à la fin du morceau, ils reprennent du Tupac en fait. Ouais. Ils reprennent El Mary. Donc El Mary ça fait Come with me. Et là ça fait Come with me. You know baby it's J.E. Et en fait ils font ça, je sais pas, pendant 30-40 secondes et c'est extraordinaire, tu vois. C'est clair. Et ça montre aussi ce côté thug. Voilà. C'est ce côté thug. C'est le R&B thug comme dirait Robert. C'est le R&B. Ouais, bah c'est exactement ça, tu vois. C'est ce R&B thug. Et là où je pense Jagged Edge est arrivé au summum de leur carrière. Je vais pas faire tous les albums, hein. Je vais parler de 3-4 albums, je pense. C'est ce deuxième album. Oh, magnifique. Deuxième album, Heartbreak, J.E. Heartbreak, qui est... Moi, je rentre dedans par ce deuxième album. Le premier, je le trouve trop slow. Je suis un fan de Sosodef, j'achète les yeux fermés et tout, mais il m'a pas marqué. Il est trop slow et surtout... il est trop slow et surtout, il n'y a pas de titre super fort. I Gotta Be qui est un super titre, mais c'est pas un titre très très fort. Deuxième album, J.E. Heartbreak, qui est directement une référence à l'album de New Edition, N.E. Heartbreak. Et là, franchement, on parlait d'album slow tempo. C'est un album qui est slow tempo, mais les qui est exactement comme il faut. Ah ouais. Alors, évidemment, en fer de lance, t'as Let's Get Married. Ma chanson que je mettrai le jour de mon mariage. Ouais, moi, je suis 100% d'accord. Et Promise ou Hailing, qui sont des morceaux qui sont très slow et qui, je dis bien slow. Ce sont pas des slow jams. Et on verra qu'au final, c'est peut-être ce qui manque dans la carrière de Jagged Edge. C'est un slow jam. Il y en a jamais eu. Il y en a un sur l'album où il y a justement Where the Party At. Le morceau s'appelle Can We Be Tight. Ah, mais oui, je vois. Magnifique. Où ça fait du Devante Swing dessus, un petit peu. Il y a de la talkbox. Ouais, c'est un slow jam. Bon, bref. Pour moi, il n'y a pas de gros. Mais voilà, en tout cas, moi, comme ça, de tête, il y en a qu'un dans toute leur carrière, quoi. Voilà, c'est pas normal. Bon, donc, du coup, sur Heartbreak, si vous devez écouter un album de Jagged Edge, c'est celui-ci. Parce que, au final, pour moi, Jagged Edge n'a pas d'album classique, mais leur meilleur album, c'est celui-là. Je pense aussi. Il est harmonieux du début à la fin. Il y a du up-tempo avec K to the Range, qui a été un single d'ailleurs. Ouais, il était magnifique. Et Can I Get With You aussi, qui est super bon. Ils ont de très très bons morceaux. L'album, il a cartonné. Et au final, c'est là où Jagged Edge ont pris leur envol. Ouais, bah oui. C'est double platine cet album. Ah oui, non, mais normal. C'est leur album le plus vendu. Et il y a 10 ou 12 morceaux, je crois. Et il y a rien acheté. C'est un album qui est parfait de A à Z. Il manque juste un tube extraordinaire. Let's Get Married, c'est un super morceau. Ouais, après mais ça restait dans le pays. C'est pas Boyz II Men, quoi. Voilà. Où ils font des chansons. Exactement. Voilà. Exactement. Mais ouais. Exactement. Donc ça reste pour moi leur meilleur album. Après, il y a l'album qui leur a permis de passer les frontières grand public au niveau de l'Europe. C'est l'album d'après, Jagged Little Drill, avec le morceau Where the Party At. Mais c'est leur premier tube tempo. C'est surtout ça, moi, parce qu'au final, ils étaient connus pour des slows, les mecs. Mais bien sûr. Et là, ils font Where the Party At. J'ai dit, waouh. Ils ont eu une récompense pour cette collaboration, d'ailleurs. Au Soul Train, ils ont eu, la même année, ils ont eu le meilleur album pour Heartbreak et le meilleur single, qui est pas dans le même album, pour Where the Party At. Magnifique. Et juste, on parlait, J.E. Heartbreak est en référence à N.E. Heartbreak. Jagged Little Drill est en référence à l'album de Alanis Morissette, Jagged Little Pill. Ok, ça je ne connaissais pas. Ouais, c'est l'album où il y a Ironic, c'est le seul morceau que je connais et je connaissais un petit peu l'album. Et donc cet album a vécu en fait sur un seul single. Parce que Where the Party At, ça a été une tuerie absolue, mais les deux autres singles qu'il y a eu, ça a pas vraiment fonctionné. Goodbye, il a pas vraiment, il était dans le top 40. Mais le morceau avec Nas là, qui était et d'abord voilà, avec et c'est le troisième morceau, c'est le remix de Agalit, c'est Agalit 2, qui n'a pas vraiment pratiquement pas fonctionné, c'est-à-dire que c'est un morceau qui tu pouvais en plus qui est bon, qui est up tempo, il y a Nas dessus. Il est cool le morceau, mais ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné et cet album au final, il est pas extraordinaire. Il a vécu, on parlait de Can We Be Tight qui est super bon. Il y a Where the Party At. Et c'est ça en fait. En fait, cet album c'est ça et c'est pour ça que beaucoup de gens disent, j'entendais des gens parler dire ouais, le meilleur album c'est Jagged Little Drill. Non, c'est pas vrai. C'est le deuxième clairement. C'est Heartbreak. Et il y a un dernier truc qui
qui est étonnant, tu parlais de bande originale de film tout à l'heure. Ouais. Et ben il y a un morceau qui devait être sur la bande originale de Best Man. Ouais. C'est le morceau Best Man justement, Ok. où clairement ça raconte l'histoire de The Best Man. Donc The Best Man, c'est comment faire le pitch, c'est un mec, son meilleur ami qui sera son témoin de mariage, a couché avec sa femme. Ouais. C'est ça un peu le pitch. Et ben cette chanson c'est exactement ça. Et au final, elle s'est pas retrouvée dans la bande annonce, dans la BO. Ouais. Donc chut, ils l'ont mis dans cet album là. Eh bah, je ne savais pas. C'est l'anecdote. Voilà, donc le morceau de Best Man, tu vois, quand tu l'écouteras, tu dis putain, mais en fait c'est le film. T'as l'impression qu'il y a des images défilent devant toi, tu vois. Ok. Et puis le troisième album dont je voulais parler, c'est le dernier album avant de revenir chez Sosodef. C'est le dernier album avant que ils aillent que chez Sony et qu'ils reviennent après chez Sosodef et qui après. Attention, ils en ont fait 2, hein. Sans Sosodef. Ouais, mais en fait ils ont fait. Là, j'ai parlé de Hard. Après, Ouais. Jagged Edge, c'était plus chez Sosodef. Et quand ils sont revenus derrière avec Baby Making Music, non, ils sont chez Sosodef. C'est ça que je dis. Il y a eu 2 albums où ils n'étaient plus chez Sosodef. Hard, ils sont plus chez Sosodef, et l'album d'après. Hard, ils sont toujours chez Sosodef. Non, Si, non. c'est au 2003 moment, là. non, justement, c'est au moment où je te dis, ils quittent Sony. Et Sony disent, on garde Bow Wow et on garde Jagged Edge. Je pensais que c'était après Et cet Hard, album, moi. Hard, c'est justement, je me rappelle très bien, c'est le premier album qui sort sans Jermaine Dupri. Ah, je pensais que c'était à partir de l'album Jagged Edge qui vient après. Hard, pareil, c'est un album qui est, je pense que c'est un album qui était pas dans son temps. Parce que Moi, je sens clairement qu'il manque Jermaine Dupri. Bah, je le sens, il manque quelque chose. tu sais quel est, du coup, bah maintenant je comprends pourquoi c'était pas chez Sosodef et qu'il manque Jermaine Dupri. Il y a, je pense le symptôme, enfin ce qui marque vraiment le fait que cet album n'est pas dans son temps, c'est le morceau Dance Floor. Le morceau Dance Floor, on a l'impression que c'est un morceau que 112 n'a pas voulu mettre dans Part 3. Oh merde. Parce que on est en 2003, Part 3 c'est 2001, c'est 2 ans, 2 ans avant. Ce morceau-là n'a rien à faire là, il est trop vieux. Ça, et en fait cet album, c'est ça. Alors, il y a ce morceau Walk Out of Heaven qui est merveilleux, qui est merveilleux, qui a été un hit. J'étais aux États-Unis quand c'est sorti, ça passait tout le temps. Moi, je vais dire, j'allais à la fac et j'écoutais ce morceau-là. Et c'est-à-dire que ce morceau-là, je l'écoutais 24 heures sur 24. Okay. C'était mon morceau, c'est un morceau extraordinaire et c'était l'époque où j'écoutais beaucoup Génération parce qu'il y avait Laurent qui était là pratiquement toute la journée. Les rythmes slow. Et puis Laurent en plus niveau R&B soul, c'est une entité absolue et il passait beaucoup ce morceau-là. Tu vois, et donc moi ça m'a beaucoup influencé, mais cet album Hard, c'est pas un album moi, terrible. J'ai senti que Jermaine n'était plus là. Et c'est symptomatique. Bon après ils ont fait plein d'autres albums qui sont pas forcément terribles, mais Jagged Edge a été important parce qu'ils ont ramené quelque chose de thug. Et c'est ça qui est fort, c'est que ils avaient pas forcément de chansons thug comme Escape, mais ils avaient cette thug attitude. Oui, voilà. Ça Parce reste que- des chansons d'amour, mais c'est l'image. Parce que si vous qui regardez, dégage. vous ne verrez jamais les mecs sourire pendant les Ah clips. ouais. Tu vois, ils sont Un groupe d'art. thug jusqu'au bout. Et je parlais tout à l'heure, ce qui leur manque, c'est un album classique. Ouais, c'est Parce vrai. que Heartbreak est un super album, mais c'est pas Il un est pas classique. classique, on est d'accord. Et il leur manque ce slow jam que doit avoir tout groupe R&B dans sa discographie et même tout chanteur ou chanteuse R&B. Si t'as pas un slow jam, c'est pas normal. C'est bizarre. Tu vois. C'est clair. Donc voilà, Jagged Edge, ils ont continué à faire des trucs. Il y a leur dernier album, Layover, qui est pas t'es terrible. pas bon, t'es Même pas bon. ils ont fait un Heartbreak 2, toujours une mauvaise idée. T'es pas bon non plus, hein. C'était pas terrible. J'ai essayé, hein, mais non. Et je pense qu'au final, c'est pour ça que Ils ont même fait un album chez Slip and Slide. J'ai cet album. Le label qui produit Trina, Trick Daddy, tout ça. c'est lequel? La pochette, elle est toute noire. Eux, ils sont sur un canapé où ils sont assis, je sais plus. Je et le sais fond est noir. Très mauvais album. Le premier single était pas trop mal, mais l'album était pas bon. Et au final, c'est ce qui restera chez Jagged Edge, c'est que des bons albums, des bons morceaux, rien de classique. Et c'est pour ça que vrai. quand tu cites les artistes qui ont marqué le R&B, tu vas les citer, c'est sûr, mais tu les mettras jamais dans le top. C'est clair. Parce qu'ils, avec tout leur talent, ils ont pas leur place. Et un petit truc, c'est que Jagged Edge, à la base, était 3. Oh. Et c'est Candy de Escape Ouais.
qui a rajouté le quatrième, je crois que c'est Wado. Wingo, voilà, merci. C'est marrant son nom. Ouais, c'est elle qui l'a présenté au groupe et qui a fait signer donc. Je vous dis Candy c'est le meilleur. Je t'aime Candy. Après, moi j'adore Jagged Edge et allez écouter Heartbreak. Oh, quel album. Super Let's album. Get Married, quel morceau. Et ils ont fait un remix, donc So Def remix. Avec le Révérend Run. Ouais, avec le Révérend Run, exactement. Le Révérend qui est censé marier les gens. Exactement. Révérend avec une paire d'Adidas. Bah c'est Run DMC. Il avait pas un chapeau aussi dans le. Si évidemment, il avait son chapeau. Bah, oui. Et donc ça a été clippé. Moi je trouve que le remix est bien, mais la version originale. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Ouais, on est c'est la meilleure parce que c'est vraiment un morceau pour aller se marier. C'est-à-dire que quand vous écoutez ce morceau, vous pouvez imaginer vous devant l'autel et votre femme rentrer dans l'église et marcher vers vous, tu vois. Et à ce moment-là, tu mets un gros UGK featuring Outkast avec un couplet de Pimp C. Super. Maintenant, je vous l'ai dit, Jermaine Dupri, il a fait Criss Cross. Carton total. Entre-temps, le Puff Papa, comme l'appelle mon pote, Puff Daddy, devait... Qui s'appelle Love maintenant. Ouais, il a dit que finalement il rigolait. Ouais. Il est revenu à Puff Daddy. À un moment, on lui avait demandé, donc Babyface et L.A. Reid, le label La Face, avait demandé à Puff Daddy de gérer la production exécutive du premier album de Usher. Ouais. L'album n'a pas eu le succès escompté. Donc maintenant que Jermaine Dupri avait réussi ses 2 succès avec Criss Cross et Escape, on lui a filé le bébé. Ils ont dit voilà, apparemment t'es un spécialiste des jeunes. On a un jeune là, faut faire quelque chose. Le premier, on n'a pas atteint les objectifs. On te donne Usher faisant quelque chose. Il a fait l'album My Way. Incroyable, et il a continué à travailler du coup avec lui sur le reste de sa carrière. Ils ont énormément de tubes ensemble. Donc voilà, Jermaine Dupri, il a ce truc de spécialiste R&B des enfants, tu vois. Et puis spécialiste R&B aussi. Les mineurs, ouais, voilà, mais Criss Cross c'était hip-hop et c'était des enfants, il a eu du succès. Là, Usher, on lui donne un R&B, c'est un enfant, succès. Donc tout le monde dit, ok, si j'ai un enfant... Ça fait bizarre quand t'as dit spécialiste des enfants, quand même. Ouais, non, il voyait rien de sexuel, non, rien de... Voilà. Et je tiens justement à dire ça, c'est qu'il a travaillé avec beaucoup d'enfants et il n'y a jamais eu l'ombre d'une rumeur. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire vraiment que tout était propre, tout était clean et c'est bien. Et ça, c'est cool. Et donc justement, il y a Snoop Dogg, qui a ses premières embrouilles avec Death Row. Les embrouilles avec Death Row, c'est pas des embrouilles comme chez So Def où on se rend la tête pour de la musique. Non, c'est pas ça. Tu peux vite te faire tirer dessus. Tu peux vite perdre la vie et ton voilà. Donc à ce moment-là, il avait son label Doggy Style qui devait être sous Death Row. Il avait signé des gens de Long Beach et il avait signé à un petit qu'il avait lui-même surnommé Lil Bow Wow. Bow Wow, ça veut dire cabot, chien. Et le Big Bow Wow, c'est Snoop. Donc son petit, c'était Lil Bow Wow qu'on connaît maintenant sous le nom de Bow Wow. Et ce mec-là, il devait avoir 6 ans. Il était dans le premier album de Snoop, Doggy Style. Il faisait un interlude où il y a dans une salle de classe, il y a le prof qui demande aux élèves, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand? Et il dit, moi, j'aimerais être un pompier pour sauver les gens s'il y a le feu et tout. On dit, bon métier. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi, je voudrais être policier et tout, pour faire régner la justice. Bon métier. Et toi, là-bas, au fond de la classe, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand? Et il a dit, je voudrais être un putain d'arnaqueur. et ça, tu pourras demander ça à quiconque et ils te diront que c'est moi. Et c'était Bow Wow qui faisait cette voix. Et il était censé être Snoop quand il était jeune. Tu vois. Pareil dans le clip de Gin and Juice. En intro, on voit Snoop qui se réveille et ses parents qui lui disent bon, on se barre, on te laisse la maison, fais pas n'importe quoi et tout ça, machin. Et il y a le petit frère de Snoop qui est en train de sauter sur le canapé et à ce moment-là, c'est Bow Wow. Si vous revoyez la vidéo, vous verrez que c'est lui. Et bien sûr, quand ses parents partent, Snoop appelle bien sûr tous ses potes et ils font une grande fête et c'est du n'importe quoi, ça termine en coup de fusil. Revoyez le clip de Gin and Juice. Bref, c'est vraiment le petit Snoop, mais Snoop a des embrouilles graves avec Death Row, Blood, Crips, tout ça, c'est grave. Donc il se dit, je ne vais pas pouvoir le produire, je peux pas le faire grandir dans cet environnement-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le spécialiste des enfants. Allô Jermaine, j'ai un petit, il est super fort, il est très jeune, il est encore plus jeune que Criss Cross quand ils ont commencé, mais il rappe super bien, tu devrais bosser avec lui. Vas-y, envoie-le-moi. Il a écouté, il a dit ok, on va faire quelque chose. Il avait déjà ce truc parce qu'il traînait déjà avec Snoop et tout, il avait ce truc.
Snoop, il avait fait monter sur scène à ses 6 ans. Il était là, donc il faisait du Seawalk, tu vois. il était déjà formé, quoi. Voilà, et Jermaine Dupri se dit, oh là là, ça va être simple. Il a déjà le truc. Pas besoin de direction artistique, c'est bon. Voilà, donc il a appelé Dabrat, il a appelé Or aussi, lui-même Jermaine Dupri. Ils sont mis à écrire pour lui des textes. Et lui, Jermaine Dupri, contrairement à Snoop, il voulait le mettre vraiment gangster. Mais lui s'est dit non, il va pas dire un seul gros mot. Moi, j'ai besoin qu'il passe dans toutes les radios jeunes. Il dira pas un seul gros mot. Quand je vais lui donner un bling autour de son cou, ça sera un Mickey Mouse. Tout ça, il faut vraiment qu'il reste enfant. On va pas faire un adulte d'un enfant. Ouais. Et c'est là où il a été C'était très l'erreur fort. de Cher. Exactement, l'erreur c'est de Puff Daddy sur Usher. Et c'est là où ça a cartonné tout de suite, c'était un raz-de-marée, c'était la folie, ils pouvaient pas mettre les pieds dehors, tous les enfants ils criaient ah c'était vraiment la folie. Donc premier album succès, deuxième album succès, tous ces albums succès. Surtout sur ce premier album, donc le morceau Bah Wow Wow Yippee Yo. Ouais. Le clip, Ouais. en fait, il commence comme le clip dont tu parlais de Doggy Style. Non, c'est quel clip où il est dans... Ouais, non, c'est un interlude dans l'album de Doggy Style. Ah voilà, Ouais. et ben en fait ça a été en clip, parce qu'en clip il est là, en plus la prof, c'est Il est à chanté l'école. Moore. Ouais. Super prof. Ils ont pas pris la plus moche. Voilà. Et en fait Bowo il est en train de s'endormir comme ça, et pareil, Au fond de la classe. qu'est-ce que tu veux faire, Voilà. qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, en fait ça commence comme ça le C'est clip. le clin d'œil, et Ouais. après il sort et il se fait courser par tout le monde. Exactement. Tellement c'est déjà une En star et baggy tout. quadruple XL, parce que puisqu'il est Ah, lui, petit, il est tout Bowo. petit, il est- Ouais, d'ailleurs il a pas grandi depuis. C'est clair. Mais il est obligé de le tenir, tu vois, il court avec ses grands trucs, ses tresses. Voilà, en Ouais. gros, les 2 premiers albums de Bao sont des gros succès. Après, il arrive ce dont je parlais tout à l'heure, Jermaine Dupri et Sony, c'est le divorce. Et eux, vu le succès de Bao, ils disent par contre, on garde Bao. Donc, Il est pas bête. au niveau du business, il est obligé de le laisser. Et Bao en veut à Jermaine Dupri. Il dit ouais, pourquoi tu m'as laissé à... Il commence à mal parler de lui en interview. Ah. Sauf que lui, il explique, mais c'est du business, c'est pas moi, j'ai pas voulu te laisser, c'est que dans le contrat, ils avaient le droit de choisir, et t'ont pris toi, je peux rien faire. Mais on reste potes, on peut continuer à bosser ensemble et tout. Non, tu m'as laissé. Donc, du coup, il commence à traîner avec T.I. T.I. écrit pour lui, et il fait cet album qui s'appelle Unleashed, Ouais. qui est pas terrible. Non. Il commence à traîner aussi avec Baby, de Cash Money, il y a le premier single, c'est avec Baby, donc Birdman. Et, l'album n'est pas un succès. Et là, il commence à se poser des questions. Putain, merde, j'aurais peut-être pas dû mal parler de Jermaine. Peut-être qu'il y avait ce truc, il y avait cette alchimie avec Jermaine qui a plu et tout. Et finalement, le mec se dit... et là, il a 18 ans. Hein, et ça y est, il est adulte, entre guillemets. Et il se dit, bon, vas-y, je vais aller rappeler Jermaine. Et Jermaine, il dit, alors petit, t'as besoin du père? Allez, viens ici, espèce d'imbécile. Et là, ils font un album. Alors, l'album s'appelle Wanted. Ouais. Et c'est l'album où il y a Let Me Hold You Down avec... Let Me Hold You. Ouais, après, c'est down, c'est le mot qui arrive après. Après, je Ouais. sais pas si c'est sur le titre, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est Ouais. le morceau avec Omarion. Ouais. Et là, succès. Ouais. L'album succès, il y a Fresh As Me. C'est pareil, hein, c'est comme le premier album de Dabrat, c'est un 9-10 titres. Ouais. Très bien. L'album est un succès, il redevient platine et tout, alors qu'il n'y arrivait plus et tout. Et là, c'est là qu'il se dit, bon, finalement, On a pas du mal parler de Jermaine. voilà, moi. c'était Jermaine Dupri. Après, ils referont 2 albums ensemble. Celui d'après est un succès, et le dernier en date chez Sosodef qui s'appelle New Jack City, Ouais. tout, voilà. Je trouve super album. Celui-là, il marche pas. Et c'est la fin un peu de la collaboration avec Sosodef, et c'est là que Cash Money décide de le signer. C'est entre temps où Et il a lui, sorti vas-y. l'album en collaboration avec Omarion. Ouais. The Face Off, Ouais. qui Qui a marché. un album, mais c'est un Qui a super marché. album. Qui a marché. Ouais. Ouais. Ça, c'était cool. Et voilà, mais en gros, il a une belle carrière, mais comme il a commencé très tôt, au moment où ça s'arrête, on le voit, il est jeune, donc on a l'impression qu'il a pas fait Qu'il a grand-chose. foiré, ouais. Alors qu'il a une grande carrière, ce mec-là. Et il a énormément de tubes. Ouais. Moi, j'ai l'album New Jack City 2, il y a un DVD avec, et un concert. On voit, c'est la folie, hein. Tube sur tube. Ah bah oui, bien il sûr. en a plein. Parce que le mec, finalement, sa carrière, elle est juste décalée. Elle commence très tôt. Mais voilà, non, c'est cool. Et puis il faut pas oublier un truc sur Bowo, c'est que c'est devenu un beau gosse, Bowo. Donc il plaisait Ça- aussi énormément aux filles. Ça a été un problème. Parce qu'au final, il a serré énormément de meufs connues. Mais des meufs que
tout le monde aurait voulu serrer et il a commencé à être détesté pour ça. Et ça fait que, et lui, c'est pas un expert en communication quand il parle. Pour venir se justifier, il énerve encore plus les gens. Ouais. Donc sa carrière, là, elle est à un point compliqué parce qu'il énerve les gens, en fait. Mais, force est de constater que ses disques étaient assez costauds et que le mec, il rappait bien, il faisait bien son boulot d'interprète. Et voilà. Il a eu sa période cash money comme beaucoup d'artistes en sortant rien. Donc, voilà. Là, je sais il est tourné un peu vers le cinéma. De temps en temps, il a des rôles et voilà. Et maintenant, on en a un petit peu parlé juste avant, la période crunk. Le crunk, c'est la musique du Sud. Atlanta, Lil Jon, The King of Crunk, on l'appelle comme ça. Il faut savoir que Lil Jon, avant d'être connu en tant que King of Crunk, il était directeur artistique chez So So Def. Ouais. Donc c'est un mec qui travaillait pour Jermaine Dupri. Et Jermaine Dupri dira dans son bouquin, c'est la première fois que j'ai eu une star si proche de moi et j'ai jamais vu que c'était une star. Il dit le mec venait tous les jours au bureau, il était devant moi, je savais pas. C'était même plus qu'une star, c'est un mec qui a changé la musique. Bien sûr. Ouais. Mais le problème c'est que Lil Jon tel qu'on le connaît dans Kings of Crunk, tout ça, c'est un personnage, c'est un déguisement et tout. Et quand il venait au bureau, il était pas en train de crier, il avait pas des grills, donc il pouvait pas imaginer ça. Et, il avait pas son Graal. Exactement. Mais au final, voilà. Après, ils ont toujours eu des bons rapports. Il était très content pour lui, très content de son succès. Ils ont bossé ensemble. Mais en tout cas, quand il y a eu ce virement crunk où Lil Jon a tout écrasé, il s'est dit bon, faut que je sois sur le coup quand même. Ah ouais. C'est Atlanta, voilà. Et il a signé un mec qui s'appelle Bone Crusher, qui d'après les bruits de couloir, c'est lui qui aurait dessiné le fameux logo de So So Def. De So So Def, la tête avec l'afro, tout ça. Quand j'ai appris ça, je dis waouh, ok. Donc il était déjà autour de So So Def depuis très longtemps. Ouais. Et là, à ce moment-là, il signe en tant que rappeur et il va faire le morceau qui s'appelle Never Scare, qui est le premier morceau crunk à être matraqué à New York. Faut savoir que le crunk, ça marchait dans le sud, ça marchait sur la West Coast, ils ont accepté le truc, et sur la East Coast, tout le monde disait non, c'est de la merde. Ce que j'allais dire, moi je crois que j'avais l'impression que c'était mal perçu au niveau des États-Unis, mais façon, non, c'est vraiment que à New York. De toute façon, New York, ils percevaient tout mal si ça venait pas de New York. Voilà. Mais comment ils ont fait en fait? Jermaine Dupri a dit on va être plus malin que les autres, parce que Lil Jon, il envoie des morceaux, il essaye, New York, ils en veulent pas. Il s'est dit bon, on va mettre des New-Yorkais sur la version remix. Il a mis Jadakiss, il a mis Busta Rhymes, il a mis Cameron. Alors que sur la version originale, c'est Killer Mike et T.I. qui sont en feat. Donc c'est vraiment Atlanta. Là, ils font ce remix, entre guillemets, New York. Et là, du coup, les radios se disent, bon, s'il y a tous ces gens-là, on va jouer. C'est un raz-de-marée, c'est un carton. À partir de ce morceau-là, Lil Jon, de son côté, il se dit, pas mal ton truc. Il fait un remix de Get Low, qui est avec Ying Yang Twins. Il pousse Ying Yang Twins, il met Busta Rhymes dessus et, Elephant Man, qui fait du reggae dancehall, ça c'est pour tout le monde. Le morceau prend à New York. À partir de ce moment-là, New York tombe amoureux du crunk. Et là, ils en demandent et tout. Et c'est là que, Jermaine Dupri dit, j'ai ce qu'il faut pour vous. J'ai le King of Crunk. Donc, non, il avait des bonnes crocheurs, donc le morceau a marché. Et là, derrière, il signe un groupe qui s'appelle Young Bloods. Ouais. Young Bloods, c'est un groupe de rap qui était signé chez LaFace à la base. LaFace, ils ont jamais réussi à les faire fonctionner. Et encore une fois, là, c'est Jermaine Dupri qui vient voir Babyface et Larry qui dit, passe-les-moi, on va faire du crunk. Et après, je te les rends. Mais juste le temps d'un album, passe-les-moi. On coproduit si tu veux. Il dit, ok. Et à ce moment-là, il se prend pas la tête, Jermaine Dupri. Il appelle Lil Jon, il dit, tu fais un hit pour Youngblood, et ça fait le morceau Damn, qui est un raz-de-marée. Absolument. Et un moment où je cite très souvent dans la sauce cet anniversaire, l'anniversaire de Tank. Je crois que c'est l'anniversaire le plus légendaire des années 2000. J'ai d'y revenir. Ouais. Donc moi, c'est pendant cette période crunk en fait l'anniversaire. Et quand le morceau de Youngblood passe Damn, ils font ce pas de danse qui s'appelle le A-Town Stomp. Et pour Atlanta. Ouais. Ils sautillent sur une jambe et ils se bloquent après sur les deux. Et dans le clip de Usher, ouais. On voit ça à la fin. Ils le font quand ils dansent, ouais. Town Stomp, c'est ce pas de danse là, qui vient vraiment d'Atlanta. Et dans la boîte de nuit, dans l'anniversaire de Tank, on est à Los Angeles, tout le monde le fait. Et ce qui me choque, c'est que il y a cette magnifique chanteuse du groupe JS, produit par R. Kelly, qui était là dans la boîte. Elle le fait avec ses talons et un pom-pom short en cuir. J'étais comme un fou, j'étais hypnotisé. Déjà que j'aimais la chanson, mais là je l'aimais encore plus. Donc voilà. Non. À ce moment-là, Jermaine Dupri écrase tout avec Bone Crusher et Young Bloods. Et derrière, dès que le crunk commence un peu à s'essouffler, il y a un autre mouvement d'Atlanta qui arrive, c'est la snap music. Ouais. Ce truc où tu danses et tu claques des doigts.
Il s'est dit, je suis sur le coup. Bah alors. J'ai ce qu'il faut. Et il a le groupe Them Franchise Boys Ouais. qui signe chez So So Def et tout ça. Il y a 2 gros hits. Il y a Oh I Think They Like Me qu'on va écouter. Et il y a Lean With It, Rock With qu'on n'aura pas le temps d'écouter, mais qu'il faut aussi un gros tube. Et Jermaine Dupri est là, il surfe sur tous les mouvements comme ça qui viennent d'Atlanta. Il se dit, il y a pas de raison, ça vient d'Atlanta. Ça vient de chez moi. Il y a pas de raison et tout. Donc Jermaine Dupri, visionnaire, grand producteur et qui sait aussi surfer sur les vagues. Donc c'était la période crunk et snap music. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Jermaine Dupri, le producteur, le songwriter, mais moins aujourd'hui parce qu'il s'est fait une équipe en fait. Il bosse avec Brian Michael Cox. Brian Michael Cox, c'est l'empereur absolu des songwriters Au niveau américains. du R&B, incroyable. Mais je veux dire, pour moi, c'est le meilleur. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Et il a un auteur qui est aussi chanteur qui s'appelle John T. Austin, qui est très fort, qui a sorti 2-3 singles qui étaient très bien, qui a jamais sorti d'album. Il devait avoir cet album Ocean Drive qui au final n'est jamais sorti. Ocean Eleven. Peut-être Ocean Eleven, alors pardon. Mais il y a un gros morceau de John T. Austin et Jermaine Dupri. J'ai plus le titre en tête, ça a même été clippé et ça devait annoncer cet album-là. Exactement. C'est jamais arrivé, très bien. Et bon, après. Et John T. Austin, juste pour que tout le monde se rende compte, c'est lui qui a écrit Sweet Lady de Tyrese. Ouais, exactement. Vous allez Google son nom, vous allez voir, il a 5-6 tubes dont bien vous sûr. ne soupçonnez pas. C'est lui qui les a fait. Et voilà, Jermaine Dupri s'est entouré des meilleurs. Ah oui, bien sûr. Maintenant, on est une équipe tous les trois et ils ont livré des chansons pour beaucoup de gens. Et on en parlait tout à l'heure. Cher, Monica, Mariah Carey, Drew Hill, des tonnes de Avant, tout le Avant, le sous R. Kelly. Ouais, exactement. Non, c'est vrai. Ah, bah, je suis totalement d'accord avec ça. Il essaie même de lui ressembler physiquement. C'est affreux. Donc, voilà. Donc, il fallait qu'on parle de ça parce que c'est ce qui l'a rendu multimillionnaire aussi. Mais le mec, il a des hits, on va écouter. Mais c'est un gage de succès aussi d'avoir quelque chose de produit par Jermaine Dupri parce que comme t'as dit, il a une équipe autour de lui et te fait un truc carré et il te l'envoie, c'est à la radio. Il te met à la radio, clairement. Donc voilà, on va écouter 2 morceaux, on va écouter Confession Partout, bien sûr, de Usher, qui est un morceau. En plus, il y a une sacrée histoire derrière ce morceau, mais le morceau est extraordinaire. Même si j'ai une petite faiblesse pour le Confession original, mais le Partout, extraordinaire. Donc on va écouter ça et on va écouter We Belong Together de Mariah Carey. Oh là là. Qui a un morceau je crois qu'il y a un record à la place de numéro 1. Un record de folie et c'était le retour de Mariah Carey. Ils ont bossé beaucoup ensemble. Cet album-là est incroyable. À un moment, il était même manager de Mariah Carey. Donc, quand il a pris le relais quand il était plus chez Sony là. D'ailleurs, là aujourd'hui, elle vient de signer chez Rock Nation en management. C'est Jay-Z maintenant. Peut-être que ça ira mieux. Au passage, parce que là ces derniers temps là. Peut-être que ça ira mieux au niveau de l'image. Mais il faut qu'elle arrête de boire. Il faut qu'elle arrête de faire des harcèlements sexuels sur ses. Moi je veux bien. Harcèle-moi. En fait, moi ce que je comprends pas, c'est arrêtez de vous plaindre les copains. C'est quand même. Les Américains ils veulent l'argent. Vous êtes relous. Ils ont un truc MOB, Money Over Bitches, l'argent avant les. Bref, moi Maria, quand tu veux tu me harcèles. On va écouter. Maria, je t'aime. Moi, je vais me faire un t-shirt comme ça à son concert là en décembre. Voilà. J'aurais ça. Roule avec Driver, spécial So So Def. C'est clean. Non, j'ai passé un grand moment. Je vous dis, c'est un de mes labels préférés. Alors quand même, je tiens à dire qu'il y a 2-3 trucs dont on n'a pas parlé. Il reste quelques morceaux à jouer, donc il y a des gens dont on va parler, mais on ne parlera pas de Dondria, qui est une chanteuse qui a eu le droit de faire un album chez So So Def, qui a pas marché. Il y a 2-3 trucs cool, mais c'était pas un album de fou. Et ça n'a pas marché, donc on va pas écouter de musique, mais quand même je tiens à dire qu'elle était là, qu'elle existait. Il y a une chanteuse qui s'appelle Fondisha qui a eu juste le temps de faire 1 ou 2 morceaux, enfin un morceau et un refrain, et finalement qui n'est jamais sorti. On n'a pas écouté de morceaux de l'album de Houdini, mais voilà. Et puis il y avait un album d'un groupe qui s'appelle Harlem World, qui était le groupe de Maze. Et qui était aussi le nom de l'album de Maze. Voilà, et c'était le groupe où il y avait sa sœur qui rappait dedans en plus, et il y avait Loon dans le groupe. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de succès. Blinky Blink, Cardan, tout ça. Et l'album, au lieu de le sortir en collaboration avec Puff Daddy, il est parti le faire avec Jermaine Dupri. Donc c'était All Out, le nom du label de Maze. Et il y avait So So Def et tout, ils ont fait l'album ensemble. Il y avait 2-3 morceaux, 3 morceaux bien en vrai. Tout le reste c'était pas à la hauteur. Donc voilà, on va pas spécialement parler, mais
Voilà, tout ça c'est pour dire que So So Def, c'est un label qui a eu énormément de succès et qui a eu plusieurs vies. Ouais. Parce que Jermaine Dupri, à chaque fois, il disparaissait, il revenait, il disparaissait, il revenait. C'est un phénix. Exactement. Jermaine Dupri. Et c'est un visionnaire et il continue aujourd'hui dans la musique. Il est beaucoup sur des téléréalités. Ouais. Il a une télé-réalité. Alors j'ai plus le nom en tête et ça m'énerve quand je suis comme ça. Avec Dem Dash et non, et ça Baby, c'est non Hip Hop Mogul, c'est après. Avant ça, il a fait un espèce de Star Academy hip hop avec des jeunes. Ah, j'ai pas vu. Avec des enfants, enfin des mineurs. Voilà. Et en fait, je crois qu'il y a eu 2 saisons. Et voilà, le gagnant, il avait un deal chez So So Def et tout. Et sur le premier, c'est une rappeuse qui s'appelle Miss Mulatto, qui rappait vraiment bien, qui avait un charisme et tout. Et il l'a signé et tout. Il y a eu des morceaux, des clips, mais il y avait jamais eu d'album et tout. Donc c'est plus l'émission qui a cartonné. Mais après derrière, il y a pas eu vraiment de suite. Et pour moi, au niveau de la production de Jermaine Dupri, il a commencé à se péter la gueule quand il a signé une chanteuse de pop urbaine qui s'appelle Léa Labelle et qui devait produire avec Pharrell. Tous les deux ensemble sur cette fille, tout le monde a dit wow, ils vont tout écraser et tout. Et il s'est rien passé. Ils ont même pas sorti l'album. Tous les singles qu'ils ont envoyés, ça a jamais pris, ils ont arrêté. Et à partir de ce moment-là, Jermaine Dupri, il a eu du mal, il a commencé à avoir du mal. D'accord. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est DJ à la base et qui fait énormément de soirées. Et les vidéos que j'ai vues, c'est quelque chose. Il est DJ, il mixe beaucoup à Las Vegas. Donc il fait beaucoup ça en ce moment. D'accord. Et je vois, bien sûr, il continue à fournir des chansons pour des artistes. Est-ce que c'est lui qui t'a donné envie de devenir DJ? Non, parce que tu es DJ maintenant. C'est pas lui, mais en le voyant lui, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Mais ouais, non, j'ai eu envie avant quand même. Okay. Mais en tout cas, voilà. Il est toujours dans la musique. Il fournit tout le temps des chansons avec Brian Michael Cox, Johntá Austin. Je crois que c'est Kehlani. J'ai vu en studio c'est possible. Là récemment, là, il était dans le studio de Jermaine Dupri. Et donc voilà, il continue et je sais qu'à un moment donné, il va nous sortir un artiste de son chapeau. Mais là, il peut pas s'empêcher. Il y a eu des photos de eux avec Usher en studio. Donc, oui, il y a Brian Michael Cox, il y a Jermaine Dupri, il y a Usher. Donc c'est un retour comme un peu sur 8701 ce qu'ils ont pu faire. Voilà. Donc ça il est toujours là, il fait toujours de la musique et il place des morceaux. En tout cas, avant de se quitter, on va jouer des morceaux qui sont importants pour So So Def. 3 morceaux. On va jouer un morceau d'un groupe qui s'appelle Ghost Town DJs. Le morceau s'appelle My Boo. Rien à voir avec Usher, Alicia Keys. Mais c'est tiré d'une série de compilations. Il y a eu 3 volumes. So So Def Bass All Star. Et le producteur exécutif et directeur artistique dessus, c'était Lil Jon. Ok. Donc voilà. Et ça, c'est le morceau qu'on va jouer. C'était un hit qui a été repris après par Mariah Carey et plein d'autres gens. Et on va jouer Jake One. Le morceau s'appelle Tipsy. C'était incroyable. Ah, mais ça a été un tube, hein, Tipsy. C'était un hit de fou. Ah, absolument. Et c'est un morceau pour tous les gens qui aiment lever le coude. Et qui sont foncedés en soirée. Mais en plus, qui sont mineurs. Parce que dedans, il dit, qu'il va chercher de l'alcool avec une fausse carte d'identité. Voilà, aux États-Unis, quand tu vas chercher de l'alcool, on te demande ta carte d'identité. Ouais. Et ils s'en vantent dans le morceau. I got a fake ID, dog. J'ai une fausse carte d'identité, mon pote. Et voilà. Donc, voilà. Le morceau est un hit. Et on termine avec Anthony Hamilton. On est obligé de parler de lui. Le morceau s'appelle Coming From Where I'm From. Et sur l'album du même nom. Pour la petite histoire, Anthony Hamilton, ça n'a rien à voir avec le son de So So Def. Pas du tout. Et c'est le père de Jermaine Dupri qui lui ramène l'artiste en disant il est très fort, tu devrais le faire et ça changerait ton image. Il y a plein de gens qui pensent que tu fais que des coups avec des jeunes, et on te prend pas au sérieux. Lui, c'est de la musique sérieuse et si tu le fais, on va te respecter. Et le père de Jermaine Dupri en fait a vu Anthony Hamilton. Alors je sais plus si c'était les Soul Train Awards ou les BET Awards. Ouais. C'était pour une remise de prix avec Nappy Roots. Ça a fait un morceau. Ils avaient la meilleure collaboration. Ce morceau est magnifique de Nappy Roots. Et en fait ils ont fait le live. Ouais. Et le père il a vu, il a dit ok. Ça c'est pour mon fils. Voilà. Ouais. Et c'est magnifique. Donc c'est cool de terminer l'émission avec ce morceau qui est juste magnifique. C'était Roule avec Driver, spécial So So Def, un de mes labels préférés. Merci à toi Hubert. Merci de m'avoir invité. Merci à toi Hugo. Merci à toi Driver. Voilà. Et merci à vous.